Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 534 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est la preview du deuxième tour des playoffs, preview des 4 séries du deuxième tour. Spurs, Timberwolves, Lakers, Thunder, Cavs, Pistons et Sixers, Knicks. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. La grande preview des playoffs 2026, ça y est, on est de retour après quelques jours d'absence au passage où j'ai pas eu le temps de couvrir le premier tour des playoffs, vous l'avez bien remarqué, mais ça y est, on est de retour et surtout on est de retour pour, ça y est, ça se resserre, les enjeux s'élèvent, le niveau de jeu aussi, on se rapproche de la fin, deuxième tour, plus que 8 équipes en jeu, 4 séries principales, on va couvrir les 4 aujourd'hui, alors même si certaines commencent ce soir, 2 séries sur 4 vont commencer ce soir, donc peut-être que vous n'aurez pas le temps d'écouter la preview avant les séries, mais aujourd'hui grosso modo l'idée c'est de faire un peu la preview en mode un peu point de bascule. Quels sont un peu les points de bascule de chaque série, quels sont un peu les enjeux principaux, on va dire. Donc on peut le présenter comme ça. Bah tiens, allons-y sans plus tarder. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé basket, donc allons-y. Spurs contre Minnesota Timberwolves. Et oui, c'est pas Denver qui est passé, c'est pas Nikola Jokic, ce sont les Timberwolves, vous l'avez suivi, évidemment. Bon, pour le coup, il y a quand même un point d'interrogation qui est principal, c'est Anthony Edwards, évidemment. C'est-à-dire que les Wolves sont passés sur la fin de série, bon, ils ont fait le principal avec Edwards, ils ont fini le travail sans Edwards, mais maintenant, la question c'est quid de la santé de Edwards et est-ce qu'on aura un match-up assez équilibré ou est-ce qu'on a une série qui va être finalement assez anodine, assez banale puisque la star d'en face ne sera pas là, toujours un peu dommage. La bonne nouvelle, mine de rien, avant de rentrer un peu dans le détail de la tactique, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'Edwards a été, comment on appelle ça, a été listé comme questionable pour ce match 1. Donc, grosso modo, on est plus proche peut-être d'un retour que ce qu'on pouvait le craindre. Moi, à un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'il sera pas là pour toute la série, hein, avec sa blessure au genou. On a dit qu'il va être évalué semaine après semaine. Donc bref, ça aurait pu être carrément un deuxième tour sans lui. Au final, il pourrait être là. Donc ça peut changer pas mal de choses et ça peut faire qu'on aurait une série assez intéressante. Tiens, on commence par l'attaque des Spurs pour ce match-up entre Spurs et Wolves. Pour le coup, on commence toujours par ça, mais c'est un aspect qui est trivial, c'est la question Victor Wembanyama. Voilà, si on essaie un peu de dépeindre les enjeux tactiques et les points de bascule, quid de Victor Wembanyama? Et donc surtout, on arrive à la question des match-up. Quid pour les Wolves de comment est-ce qu'on va essayer de défendre Victor Wembanyama qui a eu une petite absence ou deux sur le premier tour à cause de blessures, mais qui est revenu très fort, donc là-dessus, il n'y a pas trop de doute sur son état de santé. Et donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on le défend? Et très concrètement, c'est au niveau des match-up individuels. Est-ce qu'on met Rudy Gobert sur lui? Donc le meilleur défenseur adverse, c'est le poste 5. Donc poste 5 sur poste 5, Gobert sur Wemby, le duel des Français. Ou est-ce que on va plutôt utiliser l'autre aspect, l'autre possibilité, qui est un plus petit en premier rideau et une aide en deuxième rideau, donc Gobert en deuxième rideau. Voilà, le schéma classique, vous connaissez, utilisé sur plein de monde et plein de façons différentes, sur Jokic, sur Wemby, sur plein de monde, c'est-à-dire, ok, tu n'as pas un mec de la même taille, du même gabarit, même en termes de poids, pareil sur Wemby en premier rideau, mais tu utilises Gobert un peu en deuxième rideau, donc c'est pas un vrai 1 contre 1, c'est pas Randle contre Wemby, à l'époque c'était pas 4 contre Jokic, c'est surtout, non, en fait il y a aussi Gobert, c'est un 2 contre 1. Donc on a un peu ce schéma-là, qui à mon avis va être assez intéressant. Est-ce qu'on va plutôt faire le choix, côté Chris Finch, de Gobert en 1 contre 1 ou Gobert en 2 contre 1 et avec Randle en premier rideau sur Wemby? Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi un aspect qui va être plus important parce que, à la limite, je pense que Gobert est de manière assez triviale le meilleur défenseur qu'on puisse trouver pour Wembanyama dans cette série parce que, sur du 1 contre 1, du pur 1 contre 1, je veux dire, parce qu'évidemment, la taille, la longueur, la mobilité, toujours un peu sous-côté. En plus, peut-être la mini-faiblesse de Gobert et encore, ce serait un peu peut-être le manque de puissance. Je pense que face à un Embiid, bon, ça peut parfois gêner. Pour le coup, là, contre Wemby, la question ne se pose pas. Donc c'est une faiblesse, la seule mini-faiblesse qu'on pourrait trouver à Gobert, pour le coup, ne devrait même pas être, sans même parler de exacerber, même pas poser problème contre Wemby, qui est pas très épais. Donc au final, il y a quand même cet avantage de Gobert 1 contre 1, c'est génial, mais, c'est là qu'on arrive aussi au cœur du problème, c'est que les Wolves veulent-ils vraiment utiliser Gobert sur Wemby et donc se priver de ce qu'on pourrait appeler peut-être la valeur principale de Rudy Gobert, ce qu'on appelle le rôle de libéro défensif, littéralement la protection de panier, le fait qu'il puisse rôder en deuxième rideau pour aider un peu sur toutes les actions, parce que là on a parlé un peu, on est dans le référentiel de comment est-ce qu'on défend Wemby.
1 contre 1, ou alors Randle plus Gobert 2 contre 1. Mais en fait, ça s'applique à tout type de situation. C'est-à-dire que c'est pas que quand Wemby aura la balle et pas que quand Wemby attaquera Randle, pardon. Il y a aussi, est-ce qu'on arrive un peu à déverrouiller le positionnement de Gobert off-ball? Pas que face à Wemby et défendre Wemby, mais s'il y a un drive à droite à gauche, s'il y a un pick and roll, voilà, on aime bien déployer, comme je dis à chaque fois, déployer un peu Gobert en deuxième rideau dans ce rôle de libéraux, de safety, de roamer. Et donc c'est vrai que c'est quand même le point principal, c'est que si tu fais le choix primordial de mettre Gobert sur Wembanyama, tu te prives potentiellement de cet apport-ci. Or, il se trouve, vous le savez sans doute, que les Wolves, en termes de protection de panier, quand tu enlèves Gobert, c'est quand même pas la folie, hein. Randle ou Naz Reid. Donc voilà, c'est quand même un choix assez important, parce qu'il y a un peu, et de l'autre côté pareil pour les Spurs, si justement Gobert est placé sur Wemby, à quel point est-ce qu'ils vont pas chercher à attaquer le panier autrement, en fait, à essayer un peu d'avoir le côté, bah tiens, Wemby, tu vas mobiliser Gobert à tel endroit du terrain ou sur des 1 contre 1, et en fait on va faire driver Harper, on va faire driver De'Aaron Fox, on va faire driver Stephen Castle, etc., etc. Donc voilà, il y a un peu ce côté qui va sortir gagnant un peu de ça, quoi. Déjà, quel va être le choix de base, et si c'est le choix qui est fait de Gobert sur Wemby, il y a ce côté à quel point les Spurs ne peuvent pas en tirer profit, en fait, hein. Ne serait-ce que d'ailleurs au passage, voire même utiliser un peu Wemby sans ballon, c'est-à-dire que juste t'es une sorte d'appât, on peut dire, où tu te places sur l'aile, tu te places dans le corner, tu te places en tête de raquette, et grosso modo t'essaies un peu d'attirer le plus loin du panier possible pour libérer la raquette, pour que d'autres puissent venir y driver. Donc ça c'est un point important. Cela dit, j'ai dit que les Wolves, si Gobert est sur Wemby, les Wolves sont quand même pas très bons en protection de panier. Il y a quand même un mec qui est bon, voire très bon là-dedans, je trouve, c'est Jaden McDaniels, qui est secrètement élite ou très très bon depuis des années sur la protection de panier, mais qui historiquement a pas trop été utilisé off-ball chez les Wolves, parce qu'il est tellement bon on-ball que finalement on préfère l'utiliser, et Chris Finch a toujours préféré l'utiliser sur le ballon, plutôt que loin du ballon. Mais bon, on peut se dire, est-ce qu'il y a moyen de bricoler comme ça, avec ça? Est-ce que ça peut tenir de cette manière? Mais après, le problème, c'est que finalement, il y aura, je pense, on va y arriver, mais il y aura quand même beaucoup besoin de McDaniels et de sa défense on-ball dans cette série. Donc bref, fermons la parenthèse. Donc, soit Randle 1 contre 1, soit Gobert en 1 contre 1, soit sinon, Gobert en 2 contre 1. Donc Gobert en aide, et qui va être sur Wemby, peut-être Julius Randle ou peut-être Naz Reid. Voilà, c'est aussi la configuration possible qu'on peut imaginer. Donc, un premier rideau qui est plus petit, donc pas aussi grand, pas aussi long que Wemby, en même temps personne ne l'est, qui va essayer un peu de faire la peste en premier rideau, plus quand cette peste défensive se fait un peu dépasser, on a Gobert qui attend au panier, ou alors qui juste est sous le panier et va un peu dissuader d'aller au panier. Donc grosso modo, essayer un peu de forcer Wemby à prendre des tirs un peu plus loin du panier, des mi-distances par-dessus quelqu'un de plus petit, etc., etc. Mais cela dit, ça ne règle pas la question du roaming, du libéraux défensif et etc., etc., de la part de Gobert, puisque finalement, dans cette configuration, où placer Rudy Gobert? Et ça, c'est vrai que c'est un peu secrètement un des super pouvoirs des Spurs, c'est qu'ils ont 2 types de profils, à mon sens. Ils ont des shooters, donc sur lesquels t'as pas trop envie de mettre Gobert, hein, parce que le principe même du libéraux, du safety, du roamer, c'est que tu dis, on te met sur un tel et tu l'abandonnes pour venir aider au panier. Ok. Secrètement, une des armes d'élite des Spurs, c'est qu'ils ont soit des shooters, soit des non-shooters, mais qui sont des porteurs de balles de haut niveau. Et par là, j'entends Stephen Castle, évidemment. J'entends même De'Aaron Fox, qui, je pense, n'a pas un niveau de shoot incroyable, et certains pourraient vouloir prendre le pari, mais c'est un très bon porteur de balle en termes de création, je veux dire, balle en main. Donc voilà. Pareil, je pense, pour un peu Dylan Harper. Donc en fait, il y a un peu ce côté où, si on met Gobert sur un Stephen Castle, par exemple, ça pourrait être un peu l'exemple type. Ok, on se dit, il a pas de shoot, tu peux l'abandonner. Sauf que, quelle est la tactique classique anti-libéraux défensif? Toi, tu veux être off-ball, on donne la balle au mec que précisément, tu veux abandonner. Donc, typiquement, quand à l'époque, l'an passé, Memphis mettait beaucoup Zach Edey, notamment sur Stephen Castle, à l'époque où Memphis était bon, l'an passé, en 2025, mais sur les match-ups, on mettait soit Jaren Jackson, soit Zach Edey sur Stephen Castle, et on le faisait abandonner Castle pour aider au panier. Ok, on a déjà connu ce schéma. Le contre-move des Spurs, par moment, l'an passé, c'était de dire, tiens, prends la balle, Stephen Castle, et va attaquer en 1 contre 1 Zach Edey dans l'espace. Et c'est vrai que c'est pas fait pour ça. Pour le coup, la technique du roamer, c'est surtout pour être off-ball. Mais c'est un peu la faiblesse, c'est que ça reste un mismatch, quoi. Ça reste un gros qui est sur un non-shooter, et ce non-shooter, en l'occurrence, il est petit. Mais c'est là où on avait eu l'an passé quelques séquences où, sur ce fameux match entre Memphis et les Spurs, par exemple, où on a vu beaucoup de roaming, justement, Stephen Castle, par moment, arrivait à faire des 1 contre 1 et à battre plus ou moins facilement du Zach Edey ou du Jaren Jackson, non, moins, parce que Jaren Jackson est aussi élite en on-ball. Mais voilà, il y a un peu ce truc-là. Et là où je trouve que c'est un peu risqué de faire ça, et finalement, la question du match-up de Gobert reste encore ouverte au moment où je parle,
c'est que finalement, Castle est bien plus fort aujourd'hui en 2026, à mon sens, qu'en 2025. Et même en 2025, je viens de le décrire volontairement, Castle pouvait un peu punir ça, mais aujourd'hui, je sais pas à quel point c'est pas trop risqué de faire ça. À quel point, si tu mets Gobert sur Castle, le play call, il va pas juste être très rapidement, tiens, on appelle des isolations, tout le monde dégage, laissez faire, et Castle, il va attaquer Gobert dans l'espace. Bon, après, de l'autre côté, on peut dire aussi, est-ce que Gobert peut pas tenir là-dessus? Est-ce qu'il a pas le niveau de compétence et de mobilité pour tenir juste assez? Vous voyez qu'il y a un peu ce côté, en tout cas, on sait pas de quel côté ça va basculer, mais point de bascule. Point de bascule, quel type de couverture sur Wemby? Tout ça par de là. Mais même au-delà de ça, même si on fait pas le choix de Gobert sur Wemby et qu'on veut garder Gobert off-ball absolument pour avoir son impact de protection de panier, ça ne règle pas la question. En tout cas, il n'y a pas de solution facile à où est-ce qu'on met Gobert. Parce que, comme dit, il y a soit des shooters, soit des porteurs de balles que tu n'as peut-être pas trop envie sur lequel, tu n'as peut-être pas trop envie de mettre un Rudy Gobert ou un roamer en général. Même si c'est vrai que, bon, maintenant que j'en parle, c'est vrai que plus j'en parle, plus je me dis, ça peut être le pari, parce que Castle, peut-être compliqué, De'Aaron Fox aussi, mais peut-être qu'un mec comme Dylan Harper, les Wolves vont vouloir dire, tiens, Gobert sur Harper, et puis peut-être que Harper va mettre un panier ou deux, mais que Gobert, globalement, va quand même arriver à bien résister. Donc voilà, c'est un peu le problème. La problématique, en tout cas. La problématique de cette série, pour moi, elle se trouve là. C'est le cœur de la tactique intéressante de cette série. Elle est ici. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je pense qu'on aura notamment, si on doit un peu faire le côté match-up, mais je pense qu'Harrison Barnes devrait avoir un peu plus de minutes que Carter Bryant sur cette série, pour le côté, déjà pour le côté défense, on va y arriver aussi, pour le côté un peu plus, c'est un poste 3-4, on va dire, un peu plus costaud, mais on y arrivera tout à l'heure, quand on fera l'attaque des Wolves. Mais en plus, il y a le côté shoot. Et je pense que sur les minutes où Carter Bryant va jouer, ce sera un réel plaisir pour Gobert de pouvoir l'abandonner allègrement, lui qui a pas trop de shoot, ou c'est pas encore, c'est peut-être le mec où tu es le plus à l'aise que tu es le plus à l'aise de laisser ouvert, Carter Bryant. Alors que Barnes, ça reste un shooter, quoi. Donc tu peux prendre le pari tout de même, ok, mais il peut te punir. Donc voilà, c'est pour moi la vraie force des Spurs là-dessus, c'est de se dire, on n'a pas trop de maillons faibles en fait. Hein. On n'a pas quelqu'un sur lequel les Wolves vont pouvoir facilement placer Gobert et essayer de faire rayonner Gobert. Ce qui, au passage, est tout l'inverse de l'autre côté, où les Spurs adorent déployer de la même manière Wembanyama en off-ball, en roamer, en libéro défensif, en safety, comme vous voulez le terme. Mais c'est vrai que les Wolves, eux, ils ont des trous dans leur line-up ou dans leur effectif en général. Ils auront à peu près toujours un ou deux non-shooters ou shooters pas top à proposer pour que Wemby puisse être déployé off-ball. Là, c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas la même chose de l'autre côté. Donc c'est là-dessus où je me dis, est-ce qu'on ferait pas le pari de Gobert sur Wemby, sachant que de toute façon, l'aspect de protection du panier il serait compliqué à obtenir, si vous voulez. En un sens, s'il y a autant de difficultés à déployer off-ball Gobert parce qu'on ne trouve pas le bon match-up sur lequel le mettre, autant mettre Gobert sur Wemby et défendre autrement par ailleurs, quoi. Donc ça peut être ça. Après, autre solution d'ailleurs qu'on peut imaginer, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas mettre, au contraire, Jaden McDaniels sur Wemby? J'ai parlé de Randle et Nasri tout à l'heure, mais c'est vrai que pourquoi pas un peu la longueur de McDaniels qui, là encore, est pas très costaud, pas très épais, mais c'est pas Wemby qui va le bouger tant que ça, je ne pense pas. Et ça permettrait en effet que Gobert soit un peu off-ball, alors sur qui, ça reste la question, et surtout en aide, et peut-être d'avoir Randle sur quelqu'un d'autre, et d'avoir Randle qui pourrait être sur quelqu'un qui est un peu moins dangereux, parce que on a parlé de la question du off-ball avec Gobert, mais dans le cas où on met Randle sur Wemby, certes, il attend des aides derrière, donc c'est pas un vrai 1 contre 1, mais il faut quand même tenir au moins le premier rideau. Donc, là encore, à quel point est-ce que, finalement, quitte à choisir ça, on mettrait pas plutôt McDaniels plutôt que Randle, et Randle plutôt essayer de le cacher sur Harrison Barnes ou sur Champagny d'ailleurs. Voilà. Parce que même avec de l'aide, il faut que ça tienne, quoi, ce premier rideau. C'est pas sûr. Le problème, là encore, c'est que j'en ai déjà parlé, mais il y a beaucoup de porteurs de balles de qualité chez les Wolves. Chez les Spurs, excusez-moi. Donc, ce qui fait que je pense que la défense d'élite de périmètre et surtout sur des petits de McDaniels, tu en auras besoin. Donc là encore, si les Spurs arrivent à faire mal et très mal et que finalement Randle, ça tient pas en premier rideau, est-ce que tu vas pas forcer un peu nos amis des Wolves à s'ajuster et à mettre McDaniels sur Wemby? Mais du coup, ça devrait libérer par conséquent pas mal de leurs porteurs de balles. Et en l'occurrence, moi j'imagine plutôt, et au passage c'est là où l'absence de DiVincenzo notamment, elle fait du mal, quoi, parce que quand tu as en face autant de porteurs de balles de qualité, avoir un mec qui
est aussi compétent en premier rideau pour tout ce qui est traverser les écrans, rester accroché, même s'il manque un peu de longueur, mais la mobilité latérale, etc., etc. Avoir un mec de premier rideau en moins, c'est quand même un peu embêtant. Mais bref, donc moi j'imagine plutôt un scénario où on aurait du McDaniels carrément sur Stephen Castle, pour le côté un peu longueur. La puissance, Castle aura un peu l'avantage sans doute sur ce type de pick and roll, vous savez, où il arrive un peu à mettre le défenseur in jail, etc. Mais je pense que McDaniels va être sur Castle en tant qu'initiateur principal, ou alors sur Fox, d'ailleurs on ne sait pas. Et de l'autre côté, l'autre ce sera donc non pas DiVincenzo, mais Ayo Dosunmu. J'espère qu'il sera un peu remis sur pied. Et voilà, grosso modo, soit Ayo, soit McDaniels sur Castle et sur Fox, à peu près les deux. Et ce qui fait qu'en plus, ça pourrait permettre à Edwards, s'il revient, d'être peut-être un peu caché sur Devin Vassell. Alors, non pas que Devin Vassell soit facile, hein, mais c'est peut-être un peu plus facile de défendre Devin Vassell que De'Aaron Fox, que Stephen Castle, qui sont des plus gros volumes, plus de création directe. Donc, t'as un peu envie de cacher aussi Edwards. Tu peux le faire de cette manière, quoi. Après, à quel point aussi est-ce que les Spurs vont pas, si on arrive à ce match-up-là, à quel point les Spurs vont pas un peu insister pour, sortie d'écran de Devin Vassell, par-ci, par-là, etc. Donc voilà, il y a cet aspect-ci. Mais vraiment, c'est dommage parce que, comme dit, on aurait pu avoir une bataille de lignes extérieures assez démente sur ce match-up-là, et l'absence de DiVincenzo, c'est mine de rien un gros malus pour les Wolves, malheureusement. Donc voilà, pour essayer de résumer rapidement, la question de où est Gobert, très simplement, la question de est-ce que Gobert, au-delà des minutes avec Wemby, pourra avoir un impact au panier ou pas du tout, sur ce côté donc match-up, safety, etc. Et puis, la question aussi, enfin, plutôt l'élément qui est pour moi, le fait que les Spurs ont soit des shooters, soit des porteurs de balles, donc qui est un peu ce côté, on arrive à se protéger contre le roaming. Après, mine de rien, reprenons un peu l'autre possibilité, on a beaucoup détaillé le côté premier rideau sur Wemby plus Gobert off-ball. Maintenant, on prend l'autre côté, l'aspect plutôt de Gobert sur Victor Wembanyama. Là, quid des Spurs? Comment est-ce que les Spurs vont vouloir et vont pouvoir opérer si on a ce match-up-ci qui donc devrait être plutôt un contre un peu plus simple, hein. Cette fois il y aura moins d'aide que dans l'autre schéma, mais je pense que dans ce cas de figure, on devrait avoir un peu moins de 1 contre 1. C'est toute là aussi la valeur de Gobert, c'est que Gobert non seulement il peut bien les défendre, mais tellement il les défend bien, il y a aussi parfois cette valeur de dissuasion. Mais non, on va attaquer autrement. Donc je pense qu'on devrait voir moins de 1 contre 1 en termes de création directe pure, on va dire, moins de vrai 1 contre 1, même si en vrai Wemby peut quand même les mettre pas mal, et même face à Gobert en fait, c'est là où Wemby est quand même génial. Mais je pense qu'on devrait voir peut-être un peu moins de ça, sans doute aussi beaucoup moins de post-up que ce qu'on a pu voir contre Jokic. Évidemment, Jokic opère beaucoup en post-up, mais pour le coup, je pense que Wemby a moins cet aspect face à Gobert, et peut-être aussi donc moins potentiellement de situations, vous savez, les 1 contre 1 où il est en tête de raquette, les fameux top of the key TOTK de Wembanyama, où il attaque depuis la tête de raquette, où le jeu est ouvert face à lui, etc. Finalement, je ne sais pas à quel point, si les Spurs insistent là-dessus, à quel point est-ce que le play call défensif des Wolves, ça va pas être de tiens, on reste à 1 contre 1, on n'apporte pas d'aide, et donc grosso modo, personne ne surréagit, on donne pas une possibilité de passe de Wemby pour un tir dans le corner ou un tir sur l'aile, on reste chacun sur nos shooters et on laisse faire Gobert, quoi. Donc je pense qu'on pourrait avoir une série avec moins, dans le cas d'un match-up Gobert sur Wemby, moins de 1 contre 1 ou de isolation ou de post-up, voilà, ce genre de choses. Mais par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est si effectivement on a ça, comment les Spurs peuvent attaquer. J'aimerais bien voir beaucoup de ce qu'on appelle les inverted pick and roll, donc les pick and roll inversés pour le dire en français très simplement, qui sont donc le fait que le gros ne pose pas l'écran, le gros dribble et le petit pose l'écran. Voilà, pick and roll inversé, l'inverse d'habitude. Et c'est vrai que c'est une configuration qui est hyper intéressante parce que en général, c'est des configurations où on va pas trop vouloir qu'un tout petit, vraiment, je parle pas d'un ailier, mais un vraiment tout petit, on va pas trop qu'il switch. Donc c'est là-dessus où dès que Wemby fait ce genre de pick and roll inversé, en général, c'est la folie parce qu'en plus, il a le passing pour l'exploiter, évidemment. Il a un passing génial là-dessus. Pour moi, c'est sa meilleure arme. J'ai déjà beaucoup détaillé en quoi c'est sa meilleure arme tactique, à mon avis, Wemby. Mais voilà, c'est aussi une manière de, non seulement tu éloignes Gobert du panier, vu que Wemby, dans le périmètre, a dribblé, Gobert y est aussi. Et en plus, tu as ce côté où tu poses un problème à la défense. Est-ce qu'on veut switcher sur ce genre de pick and roll où le poseur d'écran est en tout petit, etc. Bref. J'espère voir beaucoup de pick and roll inversé si Gobert sur Wemby. J'espère aussi, pourquoi pas, et je pense qu'on peut s'attendre à le voir aussi bouger beaucoup, et beaucoup de, vous savez, un peu les sorties d'écran. Alors c'est pas des sorties d'écran là, Luke Kennard, hein, mais je démarre depuis le corner et puis hop, je viens curler vers l'aile et puis ensuite au panier, ou je viens hop fin de remonter sur l'aile et en fait non, je coupe au panier, voilà. Essayer un peu de mettre en mouvement Wemby
Là où plutôt je pense que des configurations où il va être défendu par Randle ou par des mecs plus petits, il peut tenter de passer autour ou de shooter par-dessus. Mais contre Gobert, ça peut être intéressant un peu de faire bouger Gobert, hein, très, très simplement. Donc, pick and roll inversé, un peu de sortie d'écran, même plus qu'un peu, beaucoup de sorties d'écran. Et après, il y a la question aussi pour moi de quid des pick and roll non inversés. Donc des pick and roll un peu classiques où le petit c'est Cassell ou c'est Fox et le gros, le poseur d'écran, pardon, c'est le gros, c'est Wemby. Là-dessus, on peut se poser la question de comment vont se comporter les Timberwolves, à mon avis. Je pense qu'on peut potentiellement avoir un switch all, ce qui fait que là, on a quand même passé beaucoup de temps sur la question des match-ups, mais au final, l'aspect très simple de switcher sur tous les écrans reste, à mon avis, une force principale et un choix tactique intéressant face aux Spurs pour la simple et bonne raison que certes, tu vas concéder un mismatch, tu vas avoir un plus petit qui va switcher sur Wemby, mais par contre, en fait, on retombe dans le cas de figure où, imaginez, à la base, Gobert est sur Wemby, ça switch le pick and roll avec Cassell, donc Gobert va sur Cassell, et McDaniels va sur Wemby. Donc là, on se dit, ok, c'est un mismatch, on peut l'attaquer, mais on a de nouveau, donc forcément, Gobert qui va être off-ball, donc Gobert peut venir aider, à la limite, sur l'1 contre 1, et surtout, on a le fait de switcher sur les écrans, ça permet de ne concéder aucun décalage à l'adversaire. Et donc, notamment, aucun roll, R-O-L-L, du pick and roll, aucun panier facile en alley-oop, aucun espace, en fait, rien. Voilà, tu changes, et il n'y a ni espace pour le driver, ni espace pour le roll de Wembanyama. Donc voilà, c'est à mon avis ce qui est intéressant, d'autant plus que il y a peut-être encore ce doute ou ce truc de, en fait, on préfère switcher et donner des 1 contre 1 à Wemby. Et donc la proba, c'est quoi? C'est 30%, 40%, 50% de prendre un panier parce qu'on a un mismatch. Il vaut mieux, même, allez, on peut dire 50, 60% de proba de prendre un panier sur un 1 contre 1 qui a l'avantage de Wemby, plutôt que concéder une situation où il y a 100% de prendre un panier parce qu'il est trop grand, il est trop long, etc. Donc c'est trop dangereux de défendre un peu de manière conventionnelle. Donc presque, ça paraît contre-intuitif, mais presque en fait, offrir des mismatchs à Wemby, c'est presque la manière probabiliste d'approcher un peu la série et les plans de jeu, je pense, face à Wemby. Et je pense qu'on le verra tout le long des playoffs, à mon avis. D'autant plus que ça permettrait aussi de couper, finalement, tu donnes un peu des 1 contre 1 aux autres, pour le coup, à Fox, à Cassell, et en plus, tu viens un peu casser le passing de Cassell, qui reste sa force principale, qui est un des meilleurs passeurs de NBA sur pick and roll. Et dès qu'il a un peu un décalage avec contre un drop, contre un edge, il peut passer par-dessus. La gestion de la passe de alley-oop vers le rollman, justement, elle est incroyable de la part de Cassell. J'en ai déjà parlé cette saison, mais pour moi, c'est un de ceux qui se rapproche, si ce n'est celui qui se rapproche le plus de Luka Doncic, dans ce côté maîtrise du timing, de la précision, trouver la passe de alley-oop pour Cassell, c'est facile. Et puis pareil, si tu lui laisses un peu un drop pour venir débouler en plein dans la raquette, qu'il vient tirer une autre aide, etc., driving kick, bref. En fait, le pari de switcher, faire un switch all face aux Spurs, ça permet d'attirer un peu Wemby sur des 1 contre 1 sur lequel il est compétent, mais compétent, c'est pas 100% de proba sur un dunk de alley-oop, grosso modo. Et en plus, ça permet de couper un peu le passing, parce que quand tu switches sur Cassell, il n'a pas d'ouverture. Il sort de l'écran, il a de nouveau un 1 contre 1, il n'y a pas un espace, il n'y a pas un décalage, il n'y a pas un avantage à aller chercher, exploité par le passing. Non. Donc, ça peut être aussi une manière de faire. Et donc, on arrive très simplement, je ne vais pas développer, mais il y a aussi la question de à quel point les small pick and roll entre petits de nos amis les Spurs peuvent fonctionner ou pas, et surtout en ciblant qui. C'est aussi la question intéressante, ça, je pense. Mais point de bascule pour la série et pour ce côté-ci du terrain. Donc, quid du scoring de Wemby? On l'a déjà dit, notamment s'il doit être un peu face à Gobert, à quel point il score ou pas, ça peut tout décider par rapport à la série, parce qu'imaginez qu'il commence la série avec 2-3 matchs, ou même 2 matchs, en étant très bon face à Gobert, peut-être que ça va forcer un peu une évolution schématique de la part des Wolves, donc il y aura d'autres implications, d'autres conséquences, etc. Donc bref, quid du scoring de Wemby face à Gobert, qui va un peu gagner ce duel-là, ça va un peu dicter, je pense, le résultat final. Quid aussi, au passage, des 1 contre 1 des Spurs de manière générale. C'est-à-dire que si en effet on a un switch all ou un switch sur beaucoup de situations de la part de Minnesota, à quel point les Spurs peuvent punir. Parce que c'est vrai que là, j'ai quand même beaucoup parlé de Wemby, mais pareil, Cassell, 1 contre 1, c'est pas encore niveau d'élite. Harper, ça reste rookie, donc ça peut être très fort, mais aussi assez irrégulier. Fox, c'est pas mal, c'est pas élite non plus. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'avantages et d'intérêt peut-être pour les Wolves de faire ce switch, de faire un peu ce pari-là. Et donc, point de bascule, est-ce que le pari serait et sera gagnant ou pas? Donc bref, scoring de Wemby,
le scoring de 1 contre 1 face au Switch, deuxième point de bascule. Le troisième, c'est par rapport pour un peu dézoomer. Il y a un côté un peu jeu des possessions qui m'intéresse pas mal parce que c'est vrai que les Spurs, sur cette saison, les Spurs sont quand même une équipe qui est top 10 en termes de rebond offensif. Ils en ont pas l'air trop comme ça, mais c'est une équipe qui peut attaquer par vague le rebond offensif. Et de l'autre côté, c'est vrai que les Wolves, si on regarde un peu les stats de saison, on se dit ouais, ils sont pas mal, mais ils sont pas non plus élites là-dessus pour protéger le rebond, pour protéger leur rebond, donc défensif, mais empêcher les rebonds offensifs adverses. Mais en fait, je pense que les stats de régulière des Wolves, voilà, c'est pas une équipe qui va y aller tout le temps à fond en régulière, c'est un peu un euphémisme de dire ça pour le coup. Et ce qu'on a vu aussi contre Denver, c'est que ils ont totalement resserré les boulons contre Denver et ils ont fait des matchs totalement d'élite en termes de protection du rebond, notamment. Donc là, voilà, on a retrouvé un peu le côté flash d'élite de la défense des Wolves et ce qu'ils sont capables de faire, même s'ils le font pas tout le temps. Mais voilà, donc là, on a un joli duel un peu dans le duel sur le côté qui va gagner entre le rebond offensif des Spurs versus la protection du rebond des Wolves. Et puis pareil au niveau des pertes de balles, parce que là encore, dans les stats, les Spurs sont très propres. Je crois qu'ils sont même top 5 en termes de turnover percentage. Donc techniquement, les Spurs perdent peu de ballons en moyenne, mais la moyenne est-elle représentative tout le temps, de tout, partout, sur tout ? Peut-être pas. Je trouve qu'il y a quand même des matchs et des situations où les Spurs sont quand même beaucoup de porteurs de balles, beaucoup de jeunes porteurs de balles, et dans ces porteurs de balles, j'inclus aussi Wemby qui porte le ballon, c'est pas tant que ça. C'est pas un poste 5 qui reste à 3 points en catch and shoot. Donc, en fait, je pense qu'il y a quand même ce côté où, même si leur moyenne de saison est quand même élite, je pense qu'il peut y avoir certains matchs où la défense un peu asphyxiante qu'on connaît des Wolves peut causer pas mal de problèmes à une équipe qui, de base, peut parfois avoir des matchs assez catastrophiques ou pas top en termes de perte de balles. Donc voilà, pour un peu compléter vis-à-vis de ce jeu des possessions, la question du rebond et la question des pertes de balles, comment est-ce que tout ça va un peu s'agencer ? On peut le mettre en point de bascule par rapport à en fait qui va arriver à gratter plus de cartouches que l'adversaire, hein, très, très simplement. La question aussi, au passage, un peu, on peut le noter, le minutage de Wembanyama, qui est toujours un peu particulier, parce que c'est vrai que souvent, Wembanyama, il fait pas 2 séquences dans une mi-temps, il en fait 3. Il joue au début, il sort assez rapidement, il re-rentre, ensuite il ressort une deuxième fois et il re-rentre pour la fin de mi-temps. Ce qui est assez atypique parce que pas mal de stars, c'est plutôt, et pas mal de joueurs majeurs, je joue une grosse partie du premier quart-temps, je sors et je rentre dans le deuxième quart-temps et je finis la mi-temps. Voilà, il y a plutôt 2 passages, mais c'est vrai que l'avantage qu'ont les Spurs avec ça, c'est que déjà, ça fait des séquences de jeu plus courtes pour Wemby, donc ça lui permet aussi de se reposer un peu plus. Je pense que c'est un peu ce qu'il y a derrière cette réflexion, mais il y a aussi le fait que au final, si toi, tu as ce schéma de remplacement et de hiérarchie, mais que en face, c'est pas le cas, tu vas forcément arriver par moment à des minutes où on n'a pas Gobert sur le terrain en même temps que Wemby. En tout cas, si Gobert reste, et si les Wolves restent sur leur schéma de seulement 2 apparitions par mi-temps plutôt que 3. Vous voyez ? Et c'est un truc qu'on avait vu concrètement, ça. Concrètement, en fin de saison, sur le fameux match de régulière du 2, 3, 4 avril, je sais plus, contre Denver, le fameux dernier match en prime time, victoire de Denver, etc. Bon, on n'aura pas cette série, mais c'était un match où on avait vu qu'en effet, les minutes étaient pas mal décalées entre Jokic et Wembanyama parce qu'on n'avait pas les mêmes schémas les mêmes patterns et schémas de remplacement. Excusez-moi, je perds mes mots. Donc voilà, là encore à surveiller. Est-ce que ça peut être pas mal ou pas ? Et donc par conséquent, sur des minutes où Gobert ne serait pas sur le terrain quand Wemby y est, c'est aussi pour ça qu'on y arrive. C'est comment est-ce qu'on défend ? Comment est-ce qu'on défend ? Et par là, j'entends, est-ce qu'on va carrément aller sur un play call agressif de prise à 2 ou de venir boucher l'espace, voire plus que boucher l'espace, mais carrément aller vers le ballon et faire des vraies prises à 2 pour le forcer à lâcher la balle. Voilà, ça sera aussi à observer. Ou est-ce que de l'autre côté, on va avoir un Chris Finch qui va plutôt s'aligner sur les minutes de Wembanyama et essayer un peu de faire miroir avec Gobert. Je pense que ça peut être intéressant à suivre dans la série. Également, Mike Conley. À quel point la défense de Mike Conley peut tenir ou pas, parce que clairement, si Mike Conley, on en parlera tout à l'heure, mais si Mike Conley peut tenir et peut être sur le terrain parce qu'il est viable en défense et qu'il se fait pas trop mettre à mal, il pourra aussi beaucoup apporter en attaque. Donc voilà, comme depuis 2-3 ans, toujours un peu pareil avec Mike Conley, c'est quid de Mike Conley et de son minutage ou pas, par rapport à est-ce que la défense va tenir. Et puis, autre point au passage que j'avais, c'est est-ce que Kyle Anderson ne pourrait pas être un peu un facteur X là-dedans, notamment parce qu'il a une défense intéressante, off-ball évidemment, mais surtout on-ball, où il y a une certaine polyvalence, je trouve, d'un mec qui a un corps délié, mais qui est quand même très épais, et qui a des très très longs bras, Anderson. Donc, à quel point lui aussi peut pas être testé par moment, en premier rideau sur Wemby, notamment,
Voilà, peut-être aussi à garder en tête éventuellement, mais je me pose un peu la question. Et puis aussi, j'avais noté à quel point est-ce qu'on va pas sortir un peu l'arme Jalen Clark, qui est un pur défenseur et entre guillemets que défenseur côté Wolves, à quel point Jalen Clark va pas être sorti du banc pour notamment les minutes contre Dylan Harper. Je pense que c'est peut-être le meilleur match-up pour lui. Donc Clark est pas tout le temps dans la rotation, mais c'est vrai que si les Spurs font un peu sortir du banc Harper et son explosivité, etc., je mettrais peut-être presque une pièce sur le fait que notre ami Clark peut sortir du banc devant potentiellement des Bones Hyland ou même des Terrence Shannon. Hein. Shannon qui a fait un gros match, je crois que c'est le 7-6, non pardon, je sais plus, je suis perdu. Enfin bref, il a bien fini la série. Shannon, mais défenseur correct, hein. Mais surtout là pour l'attaque, je trouve. Et Clark est clairement le meilleur défenseur. Donc voilà, à quel point aussi, autre facteur X potentiel, donc Kyle Anderson, mais donc Jalen Clark éventuellement pour venir en fait prendre un peu la place de DiVincenzo, dont on a parlé un peu tout à l'heure. Mais bref, donc voilà pour l'attaque des Spurs. Et donc, à présent, plus rapidement, l'attaque des Timberwolves. Bon, pour le coup, c'est quand même beaucoup lié à la présence ou non de Anthony Edwards. Et ce qui paraît assez trivial, c'est est-ce que, oui, si t'as quand même un joueur qui est top 10 NBA dans tes rangs versus s'il est blessé, c'est quand même pas la même limonade, on sera d'accord. Mais donc voilà, ça, c'est quand même pas fun en termes de preview, en termes de tactique à décortiquer, mais c'est quand même le point de bascule majeur, bien entendu, j'enfonce des portes ouvertes. Mais après, ce qui est intéressant, on a un peu commencé à en parler aussi tout à l'heure, c'est le fait que autant on peut se poser la question pour les Wolves, est-ce qu'ils vont arriver à déployer Gobert off-ball, il y a des obstacles, autant de ce côté-ci, je pense que Wemby pourra plus facilement déployer et optimiser dans ce rôle de libéro défensif et de venir impacter le panier. Et il faut quand même bien se rendre compte que, pour le coup, on a vraiment des Spurs qui sont élites en termes de défense du panier et plus que quiconque en NBA, à mon avis. Alors peut-être le Thunder, mais qui opère un peu différemment. Mais on a une équipe qui, en termes de fréquence de tir au panier et d'efficacité au panier autorisé, elle est élite. Et plus que ça, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on a beaucoup parlé de match-up avec Gobert, et parce qu'il y avait aussi la question de Wemby qui peut attaquer un contre un depuis le périmètre, etc. Mais en fait, ici, quand on parle de déployer Wemby off-ball en défense, on peut parler de match-up. On peut parler de, sur qui il va être en début de possession, etc. Mais en fait, ça importe assez peu, à mon avis, dans le sens où Wemby switch énormément, y compris pendant les possessions. Donc, même si on se dit, Wemby va être placé sur un tel, ok, le un tel est dans le corner, je sais pas, qui est-ce qu'on veut. McDaniels, voilà. McDaniels va être dans le corner, Wemby est sur McDaniels. Donc, Wemby l'abandonne, il commence un peu à rôder autour du panier, etc. Si McDaniels vient monter et poser un écran, Wemby, ce qu'on a vu très souvent cette année aux Spurs, c'est que, en fait, Wemby, il appelle, il dit attends, moi je reste en bas, toi tu prends McDaniels qui remonte, et voilà. Donc, il y a un peu ce côté, je trouve, chez les Spurs, où les match-ups, on s'en fiche un peu côté Wemby, parce que juste, on le fait switcher encore et encore et encore, on le garde proche du panier, littéralement. Donc, c'est là où je pense que c'est quand même ce qui est assez intéressant, et c'est aussi permis, ce fait-là, par ce qu'on avait aussi dit tout à l'heure, le fait que les Wolves sont pas comme les Spurs, ils ont quand même beaucoup plus de points faibles et de maillons faibles offensifs dans leur line-up et dans leur effectif. Il y aura toujours à peu près, je pense, un ou deux joueurs sur lesquels tu peux être confiant de mettre Wemby en roamer. Alors après, ce qui n'empêche pas non plus les Wolves de tester et de tenter, mine de rien, de punir et de faire des tactiques anti-libéraux, anti-safety et quand même d'essayer, quoi. C'est-à-dire que, notamment, à quel point, pour moi c'est un point de bascule, à quel point, justement, nos amis les Wolves vont arriver à impliquer on-ball sur le ballon, Wemby, ou à quel point, au contraire, ce sont les Spurs qui vont arriver à faire ce qu'ils ont fait très souvent cette année, c'est-à-dire, ce que je viens de décrire, l'aspect de Wemby reste tout le temps proche du panier. Parce que, vraiment, on en a déjà parlé, mais la technique anti-roaming, anti-libéraux, c'est le joueur qui est défendu par Wemby vient poser l'écran. Mais bon, s'il veut pas monter, quoi, pour le coup. Et que les Spurs ont quand même pas mal d'outils et d'atouts pour venir compenser, pour switcher, pour etc. et pour garder Wemby proche de l'arceau. Mais si les Wolves y arrivent, c'est vrai que ça change quand même pas mal de choses parce que tu peux quand même plus ou moins arriver à libérer le panier de cette manière, quoi. Et non pas que Wemby soit facile à affronter quand il est on-ball, mais au moins s'il est on-ball, il est pas off-ball. Donc au moins tu t'ouvres un peu plus d'espace et tu t'offres un peu plus de chances de scorer pour le coup. Et voilà, on parle de ça, mais c'est la question clé, c'est le point clé de cette série, de toute série avec les Spurs, c'est à quel point tu peux arriver à détourner ça et à détourner un peu ce roamer et à passer outre ou à contourner l'obstacle Wemby. On en parle parce que notamment pour Edwards, ça va être capital. Alors Edwards, il aime bien prendre les pull-ups à 3 points, 2 points, etc. Mais pour le coup, le drive de Edwards est capital et on parle de drive à partir de isolation, de pick and roll, même quand il est un peu
On le fait un peu initier l'action à partir de jeux off-ball, où il démarre sans la balle, hop, il vient curler, il récupère la balle avec déjà un temps d'avance, etc. Mais en fait, tout dépend beaucoup, à mon avis, du panier. Si le panier n'est pas accessible, ou est-ce que Wemby, il est au panier et il vient dissuader, il vient boucher l'espace, bon, finalement, l'impact de drive, qui est le meilleur atout des Wolves en attaque, l'impact de drive de Edwards va être quand même pas mal limité. Donc là-dessus, c'est la question. Et puis, surtout que les Spurs ont quand même en premier rideau un mec qui potentiellement peut s'appeler Stephen Castle. Et c'est vrai que Stephen Castle sur Edwards, c'est sympathique également, quoi. Donc là encore, il y a la question du panier à la fin de l'action, mais à quel point est-ce que les Spurs vont pas aussi réussir à gagner, même en début d'action, et en début de drive, en début de tout type d'action, avec Castle qui va rester accroché à Edwards, quoi. Donc voilà, là encore, à mon avis, ça peut être très cool d'avoir ce type de match-up, parce que Castle a quand même été fantastique sur plein de matchs cette saison, y compris contre des stars et des superstars. Et en plus, c'est vrai que ça permettrait de cacher un peu plus Devin Vassell. Devin Vassell, forcément, pourrait être un peu plus sur un profil comme Ayo Dosunmu, je pense, notamment, ou sur éventuellement Mike Conley, si Mike Conley rentre sur le terrain, etc. Mais voilà, il y a quand même moyen un peu de cacher Devin Vassell pour pas qu'il se fasse trop cibler et attaquer par Edwards un peu frontalement en 1 contre 1. L'autre aspect, c'est l'attaque, la partie de l'attaque quand Edwards n'est pas là. Donc, j'espère qu'on le verra pas trop, mais il y aura quand même des minutes par match où on le verra. Mais donc, quid de défendre Julius Randle? Toujours aussi intéressant, parce que c'est une manière d'initier l'attaque un peu différente pour les Wolves. Et en plus, c'est vrai que là, il y a l'avantage il y a quand même une possibilité de bully ball, en tout cas théoriquement, et les Spurs n'ont pas d'atouts évidents à lui offrir. Ils ont pas mal d'atouts défensifs, mais est-ce qu'ils ont une espèce de poste 4 comme ça, très costaud, et que tu as envie de faire jouer 40 minutes par match, ou pas forcément? Mais c'est presque là où on pourrait en arriver à se dire, est-ce que Wemby pourrait pas par séquence être sur Randle pour l'aspect, pour l'abandonner off-ball et faire un peu du roaming, vu que Randle a pas trop de shoot, mais en plus pour l'aspect de, ok, Wemby manque un peu de puissance, mais c'est pas comme si, Randle est plus puissant, mais il pourra pas shooter par-dessus, ou shooter autour, ou passer autour, parce que voilà, Wemby est quand même grand, long et dissuasif, donc il y a ça, mais voilà, je pensais quand même surtout beaucoup au match-up avec Harrison Barnes, qui me semble quand même assez bien doté pour ça, justement. Alors, ce qui ne veut pas dire que tu vas rester en 1 contre 1, mais avoir un premier rideau comme Barnes, qui est quand même, mine de rien, assez solide, assez costaud, qui en plus en attaque peut mettre les shoots, comme on a dit, pour le côté spacing, j'avoue que pour moi, ça me semble, en tout cas dans la théorie, on verra ce que feront les coachs, mais dans la théorie, ça me semble assez évident de partir plutôt sur un line-up, ou sur des minutes, en tout cas, miroir, entre Barnes et Randle, quitte à ce qu'on ait Barnes, plus une aide qui vient. Si au passage en plus on a Wemby également sur le terrain encore qui va rôder autour du panier, tu peux déclencher des aides beaucoup plus facilement, parce que en plus tu as Wemby derrière en assurance tout risque, on va dire. Donc voilà, je pense que Barnes c'est quand même un peu plus sa série, quoi. C'est en termes à la fois pour l'attaque, pour le spacing, et à la fois pour la défense. À mon avis, ça peut être intéressant. Alors, je parle de Barnes, mais Keldon Johnson aussi, mais je veux dire, Barnes a été un peu plus irrégulièrement dans la rotation dernièrement, depuis quelques semaines. Là, je pense que je partirais plutôt sur ça, plutôt que Carter Bryant notamment. Mais voilà, c'est vrai que mine de rien, ils n'ont pas non plus de morphotype de ce calibre, les Spurs. Ils ont un grand Wemby, ils ont plein de petits, et même on nous parle de, c'est Champagny actuellement le poste 4. Enfin d'accord, c'est un poste 2-3, quoi, Champagny, en termes de profil. Il joue, entre guillemets, 4 de facto, mais il joue pas 4. C'est juste qu'on a un Wemby plus des petits. Donc là encore, je sais pas à quel point est-ce que ça peut pas un peu poser des problèmes là-dessus, parce que en même temps aussi, si tu fais jouer 40 minutes Harrison Barnes, est-ce que ça va marcher, quoi, pour le coup? Donc ça, je veux bien l'entendre également. Donc bref, la question de l'attaque de Julius Randle et comment ça va être géré. Est-ce que c'est des 1 contre 1 et on te dit, tiens, va scorer, on te laisse scorer parce que nous on a envie, et on parie sur le fait que tu vas pas scorer assez fréquemment, ou est-ce que on fait des prises à 2 et donc là ça pourrait déverrouiller un peu le passing de Randle, ce qui peut être cool aussi. Bref, autre point que je m'étais noté, donc quid de Mike Conley, on l'a dit tout à l'heure, dans le côté pour sa défense, mais si Mike Conley peut être sur le terrain et que les Spurs n'arrivent pas à le cibler, à le punir, Mike Conley peut déverrouiller une partie d'attaque assez intéressante avec Rudy Gobert. Et on le sait, il y a un côté où le passing de Mike Conley est le meilleur pour combiner avec Gobert, les automatismes, le fait de, voilà, bref, plein de choses. Effectivement, si on a Mike Conley, on a entre 5 et 10 possessions par match, où on sait que ça va être plutôt des pick and roll et un peu plus d'attaque facile, on va dire. Donc on a ça. L'aspect aussi, à quel point est-ce que nos amis les Wolves vont pas arriver à cibler, j'en parlais tout à l'heure, mais à cibler un peu les petits côté Spurs. Notamment, je pense à Devin Vassell. J'ai dit, on peut le cacher niveau match-up, etc., mais on peut aussi avoir recours à des pick and roll entre petits, ou à des pick and roll inversés avec Randle, qui est un porteur de balle et qui va aller demander un poseur d'écran défendu par Devin Vassell. Voilà, plein de possibilités. Et c'est vrai que autant les Spurs peuvent, s'ils le veulent, les Wolves peuvent, s'ils le veulent, tout switcher et pas trop se soucier de quoi que ce soit.
Les Spurs, pas trop. Ils aiment bien switcher off-ball pour garder Wemby au panier, mais si Wemby monte dans le périmètre, est-ce que tu as envie de faire switcher Wemby et qu'il aille changer sur un écran à 3 points? Bon, bah non, parce que du coup, il serait un peu coincé là-dedans, quoi. Imaginons, voilà, prenons le cas de figure où Wemby, il est appelé sur pick and roll, il monte, il switche pas dans le corner, hop, il monte avec le ballon, il monte à 3 points, il va switcher sur Edwards. Donc qu'est-ce qui se passe? Edwards, il lâche la balle, on fait tourner, et on peut attaquer le panier autrement, quoi. Et Wemby est un peu, entre guillemets, coincé dans le périmètre. Et donc pareil aussi, pour les petits. Les petits, on n'a pas envie forcément que... Alors, Castle, ça va, évidemment. Mais est-ce que tu as forcément envie que De'Aaron Fox, est-ce que tu as envie que Devin Vassell, que Dylan Harper se retrouve un peu à switcher et à défendre un Julius Randle? Là encore, c'est tout l'intérêt d'un Randle qui a ce côté mismatch assez fréquent. Donc voilà, les Spurs ne pourront pas faire un switch all aussi facilement peut-être que les Wolves de l'autre côté. Donc voilà, point de bascule Randle comme d'habitude, même si souvent ça bascule du mauvais côté, mais si dans la série où ça bascule du bon côté à chaque fois, ça se passe quand même très bien. D'ailleurs, petite note que je m'étais mise aussi, à quel point est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir plutôt pas mal de minutes avec Naz Reid en compagnie de Gobert. Parce que forcément tu rajoutes un deuxième big, un deuxième très grand, et en plus un deuxième très grand qui shoot, donc bref, voilà, je voulais juste le mentionner. De là à ce qu'il soit titulaire, je pense pas, évidemment, Naz Reid. Mais je serais assez curieux de voir si on peut pas avoir beaucoup de minutes Naz Reid et Gobert, peut-être plus que ce qu'on a l'habitude, c'est-à-dire Naz Reid avec Randle. Bon, je mets ça dans le coin de la... je m'étais noté sur un coin de la feuille parce que il y a vraiment ce côté où quand tu as deux grands, tu dois un peu faire le choix de qui défend qui, etc. Tu peux dire oui, Gobert, il peut être défendu par un plus petit parce qu'il va pas le punir au poste, mais en même temps, si l'autre grand, c'est Naz Reid, bon, bah finalement, Wemby doit abandonner un shooter que Naz Reid, donc Naz Reid peut punir, etc. Donc voilà, il y a quand même plein de conséquences. Si tu arrives un peu à imposer ce line-up à deux bigs qui donc va faire qu'en face, il doit y avoir une réponse pour tel élément, etc. Donc plein de conséquences indirectes, on va dire. Donc voilà, je m'étais un peu noté ça, mais on verra ça. Quid de Wemby là-dedans. Défense en transition aussi, c'est important de parler de ça. La défense de transition qui est d'élite côté Spurs, ce qui fait que si ça se passe comme prévu et comme leur niveau de jeu de régulière, à mon avis, ça fait quand même pas mal de points en moins pour les Wolves et qui aiment bien se reposer un peu là-dessus par moment, qui ont fait beaucoup de mal à Denver comme ça aussi, notamment. Voilà, je voulais aussi parler de ça parce que ce sera un peu le jour et la nuit. Entre Denver qui est nul en repli défensif et les Spurs, eux, qui sont élites, ça fait quand même pas mal de points en moins. Et puis, la question du rebond offensif également, je me demande toujours un peu ça parce que ils n'en ont pas l'air comme ça, mais les Spurs sont la meilleure équipe de NBA pour protéger le rebond défensif. Donc voilà, on sait que parfois les Wolves aiment bien un peu jouer cette carte aller gratter des possessions en plus sur le rebond offensif, même si c'est pas leur identité de base, mais ils peuvent un peu appuyer là-dessus. Donc voilà, là encore, quid de cette bataille-là entre les deux. Et puis, également la bataille des lancers francs, qui je pense sera assez intéressante, puisque là encore, les Spurs sont élites pour ne pas provoquer des lancers francs, pour en concéder finalement très peu. Mais c'est un peu l'ADN des Wolves, parfois. Alors là encore, les stats de régulière vont pas sauter aux yeux, parce que régulière, c'est un peu à la cool, côté Minnesota. Mais c'est quand même l'ADN de l'équipe de Randle, beaucoup de lancers francs, et Edwards surtout aussi. Donc il y a un peu ce côté où qui va un peu flancher entre Spurs élite au niveau des lancers francs et potentiellement les Wolves aussi qui aiment bien en obtenir, voilà, qui va un peu gagner là-dessus. Bref, donc voici un peu pour cet aspect de l'attaque des Wolves contre défense des Spurs. Oui, pardon, j'ai pas dit le principal aussi, qui est le fait que, j'ai un peu évoqué rapidement, mais le manque de spacing est un peu un problème, mine de rien, chez les Wolves. Alors ça s'est pas trop vu au premier tour, mais voilà, quand on parle de Wemby qui peut plus facilement switcher off-ball et être un peu en roamer autour du panier, ça part aussi du fait que finalement il y a ce côté où la force de frappe à 3 points est pas géniale. Et en plus la différence, c'est qu'on a dit les Spurs, ils ont soit des bons shooters, soit des porteurs de balles. Donc tu peux placer un roamer ni sur l'un ni sur l'autre. Pour le coup, chez les Wolves, on a quand même pas mal de non-shooters ou de shooters un peu plus moyens, mais qui ne sont pas non plus des créateurs géniaux. Donc bref, le spacing des Wolves est toujours aussi un point de bascule pour le coup. Mais donc voilà, pour cette série, je pense quand même que je dirais les Spurs, mine de rien. Mais c'est pas impossible que les Wolves arrivent un peu à créer la surprise. Est-ce que j'irai jusque-là? En début de série, on le dit jamais, même si parfois les surprises arrivent, pour le coup. Mais entre l'absence d'Edwards et surtout le fait que les Spurs sont quand même assez complets, les Wolves peuvent créer pas mal de problèmes. De là à prendre 4 matchs, je pense pas. Je pense que vraiment cette équipe des Spurs, elle est quand même élite, quoi, pour le coup. Et qu'on s'en rend pas compte parce qu'ils sont jeunes et que toujours oui, mais ils ont pas l'expérience et ils sont jeunes, mais en vrai, ouais, ils sont quand même assez terrifiants, je trouve. Donc bref, voici pour ce Spurs contre Minnesota.
Deuxième série du deuxième tour à l'ouest, c'est le Oklahoma City Thunder contre les Los Angeles Lakers. On va passer peut-être un peu plus vite, on va aller moins dans le détail parce que, à mon sens, la série est un peu déséquilibrée, un peu plus déséquilibrée, je pense. Même si c'est ce que j'avais déjà dit pour le premier tour, j'avais dit, bon, ne faisons pas trop de preview pour Lakers Rockets, vu que c'est quand même très déséquilibré, les pauvres Lakers sans Doncic et sans Austin Reeves. Bon, au final, ils sont passés. Alors, parenthèse, pour me défendre un peu, au moment où j'enregistre la preview, on pensait que Durant serait là. Mais bon, bref, à la limite, on s'en fout. En tout cas, ce qu'il faut quand même retenir, c'est le fait que nos amis les Lakers ont quand même sorti une excellente série. Alors, aussi parce qu'il y avait certains mots en face. Mots MAUX, bien sûr. Côté Rockets, on n'est pas là pour parler de cette série-là. Mais, mine de rien, c'est pas que les Rockets qui sont soft, qui n'ont pas le mental et qui sont nuls. Non, il y a quand même de très bons coups de la part de Redick, à mon avis. Et en plus, donc, au-delà du côté victoire, il y a en plus le retour de Austin Reeves qui est arrivé au cours de la série. Donc, c'est vrai que ça fait quand même un atout de plus dans la manche des Lakers pour cet affrontement contre OKC. Et je suis quand même un peu obligé de commencer par ça. Mais c'est vrai que même avec Luka Doncic, ça n'aurait pas été facile du tout, bien sûr. OKC, ça reste OKC. Mais c'est vrai qu'avec Doncic, je pense que ça aurait été très intéressant. De là à dire upset potentiel, potentiel oui. De là à dire upset pour sûr, non. Potentiel, oui, clairement, parce que pour moi, Doncic est l'anti-Thunder parfait. On l'a bien vu par le passé, que quand il était à Dallas ou quand il était même aux Lakers l'an passé, en fin de saison. C'est le mec qui pose plein de problèmes. Et souvenez-vous de ce match même de régulier, de l'an passé, de 2025, en avril 2025. Je crois que le OKC change 4 fois sa couverture du pick and roll parce que il y a littéralement pas de solution face à Doncic. Tu switch, il va punir un contre 1. Tu edge, il va passer par-dessus vers le corner opposé. Tu fais un drop, il va dans la raquette, il va scorer ou il va trouver une passe. Bref, donc, il y a ce côté. Je commence par ça, mais quid de la blessure de Doncic? On a entendu tout et n'importe quoi depuis un mois. J'ai l'impression, plus d'un mois même, depuis quelques semaines. Mais on ne sait pas où ça en est. À une époque, on nous disait que, je crois que c'est Rich Paul qui avait dit non, mais Reeves va revenir après Doncic. Voilà, il y a eu les fameuses rumeurs de Doncic finalement est parti pour se faire soigner et finalement non, en fait bref, on sait pas trop. Je pars quand même du principe que Doncic ne sera pas là. On va un peu simplifier en partir de ça et puis au pire on corrigera, mais c'est vrai que voilà, de base ça n'aurait pas été fait avec Doncic, mais ça aurait été quand même un atout assez incroyable pour un vrai match-up. Et OKC est quand même de base tellement génial en soi que pour moi le déséquilibre vient de là. Après, ce qu'il faut quand même dire, c'est que la série contre les Rockets, c'est pas que les Rockets qui ont été mauvais. Je pense que c'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que bon, ça a pas trop pris la lumière parce que c'est toujours un peu, on a retenu Kennard qui fait un gros match offensif, LeBron James qui met encore des points alors qu'il a 65 ans, etc. Mais en fait, c'est surtout la défense pour moi. Les performances offensives n'ont pas été si géniales que ça côté Lakers. C'est surtout la défense qui a été très bonne. Alors aussi parce qu'en face, les Rockets n'avaient pas un matos de fou en attaque, évidemment, mais mine de rien, je pense quand même qu'il faut souligner le fait que on n'est pas surpris. JJ Redick, c'est un coach, je trouve, toujours très défensif. Alors, lui, je sais pas s'il aimerait bien cette image parce que c'est un mec qui a un playbook très développé, qui aime bien développer plein de systèmes, voilà, il a un playbook de mec qui adore l'attaque. En même temps, c'est un ancien shooter en sortie d'écran, donc on comprend cette appétence pour l'attaque et pour les jolis systèmes. Mais en vrai, pour moi, depuis 2 ans, c'est surtout un coach défensif. Et même l'an passé, Redick, c'est surtout en attaque qu'il trouve pas les solutions. Alors que, pour moi, ça fait 2 ans qu'il fait des matchs et des plans de jeu défensifs de haut niveau. Souvenez-vous le match contre Jokic l'an passé avec les fameux schémas très dynamiques, etc. C'est un coach défensif qui a fait, encore une fois, un coup défensif. Donc là, c'est aussi je pense, s'il faut aborder un peu la série assez globalement, c'est peut-être là-dessus qu'est le coup à jouer pour les Lakers. Ce sont des matchs défensifs où les Lakers marquent juste assez de points et défendent extrêmement bien. Et ça me paraît pas non plus impossible. Et d'ailleurs, même si OKC gagne 4-0, je pense que c'est pas non plus impossible qu'on ait des matchs où la défense des Lakers tient bien, voire même très bien. C'est quand même ça sur le point sur lequel je veux insister, c'est vraiment on a affaire à un coach qui n'hésite pas à prendre des paris défensifs, qui marche en plus, qui a un personnel assez intéressant en défense, je trouve aussi, et face à peut-être la faiblesse d'OKC, qui est peut-être pas à ce point génial ou sûr de soi en attaque, autant qu'ils le sont en défense. Donc, c'est peut-être comme ça que si on imagine, sans aller jusqu'à l'upset, mais si on imagine peut-être une série accrochée entre Thunder et Lakers, pour moi, c'est bataille défensive et OKC manque un peu de réussite au niveau du 3 points notamment. C'est le fameux OKC qui met pas ses 3 points, qu'on a connu par le passé, qu'on n'a pas vu sur le premier tour, pas trop, en tout cas ça n'a pas trop gêné. Mais c'est le cycle OKC là depuis 2-3 ans, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les matchs où ça marche pas, c'est les matchs où beaucoup d'attention est sur SGA et que derrière les role-players n'arrivent pas à mettre les 3 points. Alors
quand OKC met ses 3 points, c'est la meilleure équipe du monde. Il n'y a pas trop de réponses. Mais historiquement, on a quand même vu que c'est pas une équipe qui, à tous les matchs, va avoir un haut volume et surtout une haute efficacité à 3 points. Il peut y avoir des trous d'air. Donc je pense que une physionomie possible de série, c'est genre match surprise, match 1 ou match 2, ou voilà, peut-être que les Lakers seront à 2-1 dans la série. Bref, je pense qu'il peut y avoir ce monde où, bah mince, ok, ici, le 3 points cale totalement sur un début de série, ou sur un milieu de série, ou je sais pas, mais il peut y avoir ce côté, les Lakers trouvent juste assez de solutions en attaque, et derrière, leur défense fonctionne du feu de Dieu. Pour moi, c'est un peu comme ça qu'il faut aborder la série. Alors, dans le détail un peu tactique maintenant, c'est l'aspect de essayer de déployer des méga stunts. Les fameux stunts, c'est en tête de raquette venir aider pour boucher l'espace en tête de raquette pour empêcher de pénétrer dans la raquette. Voilà, face à SGA, tu fais ça. Ou alors tu fais des switch and gap, on peut l'appeler comme ça d'ailleurs, je viens d'inventer le terme. Switch and gap, c'est-à-dire tu vas changer sur l'écran, mais tu vas quand même rester dans le gap, dans l'espace, justement en tête de raquette. Bref, en fait, tu peux imaginer plein de manières de quadriller le terrain côté Lakers pour empêcher SGA d'agir. Ce qui n'empêche pas que derrière, nos amis d'OKC, c'est pas la première fois qu'on leur fait le coup. Ils ont des moves, des contre-moves, des parades. Ils ont le fait d'attaquer sur un quart de terrain où il n'y a personne. Donc forcément, il n'y aura pas d'aide. Ils vont attaquer depuis des empty action. Ils vont attaquer depuis de la semi-transition. C'est-à-dire, c'est pas de la pure contre-attaque, mais c'est pas du jeu posé. On accélère. SGA va accélérer avant que le jeu et le terrain ne puissent être quadrillés, justement. Enfin bref, ici, ils ont aussi tout un attirail dans leur manche de contre-move et de parade assez stunt. Mais c'est la base de tout. C'est SGA, créateur principal. Comment est-ce qu'on arrive à quadriller le terrain défensivement pour lui laisser le moins d'espace possible et en fait, pour l'empêcher d'arriver jusqu'au panier. Il y a vraiment ce côté où on veut absolument protéger le panier par le collectif et non pas par un big à la Wemby, à la Gobert. Non, il y a ce côté, il faut l'empêcher dès le début de drive de pas y aller. Donc, on sait qu'on n'aura pas ce mec au panier qui peut effacer le tir ou le dissuader. Donc, si le ballon arrive à franchir cette ligne-là et aller en deuxième rideau, c'est fini. Donc, il faut que notre premier rideau soit d'autant plus fort. Or, le premier rideau aujourd'hui dans la NBA de 2026 avec autant d'espace, ça ne peut pas être juste le premier rideau, le mec devant toi. Il faut aider avec à droite, à gauche, des stunts, voilà, ce genre d'obstacles, on va dire. Et d'un point de vue philosophique, il y a vraiment ce côté, pour moi, qui est le, il y a rien d'inédit. Maintenant, c'est l'exécution et les schémas, quel play call on va choisir, etc. Mais philosophiquement, c'est essayer de priver SGA du ballon et parier sur les coéquipiers. Voilà. C'est un peu ce truc-là on veut pas que SGA ait les ballons pour nous punir, parce qu'on sait que si c'est le cas, on est un peu mort. Par contre, c'est vrai qu'on fait plutôt le choix de non, les ballons et les tirs ouverts et les opportunités aux autres joueurs du Thunder, et on préfère vivre et mourir de par ça, grosso modo. Donc ça, c'est un peu la philosophie générale. Après, comment est-ce qu'on fait concrètement, comme on a dit? Donc, le stunt, le quadrillage, les gaps. Je pense que c'est une série où, Rui Hachimura est quand même beaucoup revenu dans la rotation, déjà. Il a beaucoup joué face aux Rockets. Mais c'est vrai que je pense ça peut être une série pour Rui Hachimura, entre guillemets, en poste 5. En tout cas, avec des line-up et des séquences où lui serait un peu le poste 5, alors qu'une raquette Hachimura plus LeBron. Et ça, c'est aussi intéressant parce que il a retrouvé sa place parce que Doncic n'était pas là, donc il a bien fallu que quelqu'un joue un peu plus. Hachimura l'a fait contre les Rockets. Il avait un peu perdu sa place sur la fin de la régulière, à mon avis, deuxième partie de régulière. Mais dans une série comme ça, où tu as besoin de flexibilité, je viens de parler de switch, je viens de parler d'occupation de l'espace, t'as pas tant que ça besoin peut-être de big à la Ayton ou à la Jackson Ace. Donc je pense que c'est vraiment une série où un mec comme Hachimura peut, entre guillemets, assurer un peu le rôle de gros, on va dire, ou de raquette plus petite. Et c'est vrai que ça, on sait que JJ Redick, il a pas peur. C'est exactement ce qu'il a fait en play-off l'an passé. Alors, ça n'a pas marché, ils n'ont pas gagné la série, mais pour le coup, il avait un peu pris cette optique contre les Wolves, il fallait switcher, il fallait un peu quadriller le terrain face à Edwards, etc. Bon, ça n'avait pas marché, mais on sait que s'il faut, il peut totalement se priver de big, il peut aller sur ce genre de line-up. Donc, je pense que Hachimura, ça peut être une série pour lui, mais donc, entre guillemets, sur un poste de plus gros que ce qu'il a fait actuellement contre les Rockets, quoi, pour le coup. Donc, Hachimura, mais je pense aussi que ce sera potentiellement une série pour Jared Vanderbilt, pour Mando, qui en plus, de manière assez rigolote, Vando était le coéquipier de Shai à Kentucky, même si on l'oublie un peu, mais Vanderbilt était un lycéen tricoté, un peu de la génération Shai Gilgeous-Alexander au niveau de Kentucky. Mais clairement, Vanderbilt, sur une série comme ça, alors à voir à quel point son manque d'attaque peut gêner ou pas, mais je pense que tu as envie d'avoir un Vanderbilt sur une série contre SGA pour sa longueur, pour sa taille, sa mobilité de fou. Et grosso modo, ça fait quand même un premier rideau qui est fantastique. Donc après, entre guillemets, il n'y a plus qu'à aider à droite et à gauche, et la moitié du travail est déjà fait, quoi. Donc,
clairement, c'est quand même un avantage assez... un profil assez avantageux pour les Lakers d'avoir Vanderbilt qui peut sortir du banc. On parle beaucoup du profil gadget Vanderbilt, c'est exactement ça. C'est sur une série contre un tel ou un tel, il va pas beaucoup jouer, mais la série où tu as besoin de lui, il peut jouer beaucoup. Il peut être vraiment un vrai game changer. Donc, Hachimura, Vanderbilt, je me demande aussi à quel point Maxi Kleber peut pas beaucoup jouer sur cette série. Alors beaucoup, tout est relatif. Mais c'est vrai que Kleber est revenu pas mal cette saison, plus que le 0 pointé auquel il nous avait habitués depuis quelques mois malheureusement. Mais j'avoue que j'ai pas mal aimé moi certains passages de Kleber cette saison 2026, à ma grande surprise. Et je me demande encore une fois à quel point on peut pas avoir un peu ce quelques minutes de Kleber avec cet aspect poste 4-5 un peu plus petit, un peu plus mobile, plus accès aussi switch all. Kleber aussi très bon là-dessus, en tout cas dans son prime il l'était, il est quand même encore pas mal. Mais voilà. Pour moi, c'est la question de quid de Vanderbilt, de Ayton, d'Andre Ayton et Jackson Hayes, même si, en vrai, Jackson Hayes peut aussi switcher pas mal. Donc ça me rassure plus sur Jackson Hayes. Ayton, je sais pas trop. Je sais pas trop quel sera un peu le mode opératoire. Pareil, en termes de play call défensif, l'idée générale, c'est la même. C'est priver SGA d'espace et de ballon le plus possible. Mais sur des isolations, ok. Juste, on fait des stunts, on aide, ok. Pas de problème. Mais quand OKC va vouloir cibler Austin Reeves, est-ce que Redick va pas carrément appeler des prises à deux, pas juste venir bouger l'espace, mais venir de manière encore plus proactive sur le ballon, faire des prises à deux, forcer SGA à lâcher le ballon parce qu'il n'y a pas trop de choix sur des pick and roll où Reeves va être impliqué. Est-ce que tu as envie que Austin Reeves switch et reste un peu sur SGA? Ça paraît un peu compliqué. Donc voilà, je pense qu'on peut s'attendre tout de même à avoir des play calls encore plus agressifs sur SGA quand Reeves est impliqué, ou d'ailleurs quand aussi DeAndre Ayton est impliqué. Je suis pas sûr que je pense que Ayton, on peut aussi voir parfois des edge et plus que du soft edge, du hard edge ou des trappes, des prises à deux, parce que voilà, globalement, l'idée générale de pas laisser opérer SGA et miser sur le fait que les mecs mettront pas leurs 3 points. Alors tu peux te faire punir très facilement et très très simplement. Si OKC met les tirs, t'es un peu fichu. Plus tu vas avoir une philosophie où tu vas augmenter le curseur de l'agressivité, plus forcément tu te découvres autre part, c'est le principe du basket et c'est le principe de partout, mais il y a quand même cet aspect où si tu laisses opérer SGA, si tu as un choix assez conservateur, de toute façon tu vas perdre. De toute façon, tu laisses un peu trop d'espace ou un peu trop de champ d'action à SGA, en fait t'es mort quoi. Alors que si tu fais des couvertures très agressives, certes c'est très risqué, mais t'as peut-être une chance de t'en sortir, t'as peut-être une chance d'avoir driving kick ou passing de pick and roll, et en fait les mecs mettent pas les tirs derrière. Chet met pas les 3 points, Isaiah Joe met pas les 3 points, vous voyez, c'est un peu ce genre de truc. Donc en fait c'est choisir entre être plutôt conservateur, mais paradoxalement t'es mort à 100%, ou de être agressif, c'est très risqué, tu peux aussi mourir, et de manière assez facile, mais t'as quand même une chance de t'en sortir, quoi. Donc c'est un peu tout le truc. Après, niveau OKC, notons aussi, pour finir un peu sur l'attaque d'OKC, OKC n'a pas vraiment trouvé de créateur secondaire. Hors SGA, sachant que Williams est blessé, et l'absence de Williams aura aussi des conséquences sur la défense, surtout, d'OKC. Mais voilà, on n'a pas non plus encore trouvé le créateur principal, et où, on peut le dire comme ça aussi, les mecs qui ont assuré ce rôle-là, à quel point sont-ils viables en play-off et peuvent se faire cibler. Je pense à un mec comme AJ Mitchell, par exemple, qui a été beaucoup titularisé contre les Suns. Bon, si Mitchell est titularisé et que Reeves ou LeBron arrivent à le cibler encore et encore, finalement, les points que tu attends d'un créateur secondaire au KC ils seront peut-être pas là, parce que s'il n'est pas jouable, s'il n'est pas viable, tu le feras pas jouer. Vous voyez ? Donc bref, il y a quand même ça. Quid de la création secondaire sur cette série, si on a besoin. Et, point de bascule évident, on a déjà beaucoup développé, c'est juste est-ce qu'ils mettent leurs 3 points. Est-ce que les role-players d'OKC vont réussir à nous faire des matchs, au moins 2, 3, 4 matchs, à plus de 36, 37% à 3 points sur un bon volume? Parce que je pense qu'ils les ont, les tirs. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et maintenant, c'est le scénario où les Lakers gagnent des matchs, c'est à mon avis des scénarios où le Thunder n'aura pas mis ces tirs-là. Et donc, le plan de jeu risqué de Redick aura marché. Après, mine de rien, c'est un peu quand même des nuances là-dessus. C'est vrai que les Lakers, pour le coup, ils sont pas géniaux en attaque. Et je dis ça dans le sens où peut-être qu'OKC n'aura pas besoin d'avoir des line-up 100% défense et peut-être pas besoin d'avoir par exemple 28 minutes de Cason Wallace et 28 minutes ou 32 de Caruso. Vous voyez ? Et donc peut-être, je dis peut-être que le fait que les Lakers soient pas non plus plein de profils offensifs intéressants, peut-être que toi, tu peux te permettre d'avoir des défenseurs moins bons, mais qui sont par ailleurs de meilleurs attaquants. Donc à quel point
finalement, OK, ici, sur cette série-ci, ne peut pas s'en tirer un peu plus en générant des points parce que tu peux faire jouer un peu plus McCain, tu peux faire jouer un peu plus Aaron Wiggins ou ce genre de mec, Isaiah Joe aussi. Donc voilà, pour moi, c'est un peu la question parce que c'est pas évident, mais peut-être. Et puis, aussi, il faut le dire, l'autre truc à noter, c'est que si en effet les Lakers partent sur des line-up très dynamiques, très petits ou de toute façon très switch all, quid du rebond offensif? Et c'est vrai que le Thunder n'a pas cette habitude d'être dominant au rebond offensif, même c'est tout l'inverse, ils s'en fichent un peu du rebond offensif. Mais on sait qu'ils peuvent, notamment quand il faut, ils peuvent appuyer là-dessus, ils peuvent dégainer un peu cette carte tactique de on n'est pas une équipe qui va être top 5 en NBA en régulière sur le rebond offensif, mais quand on veut, on peut y aller. Et notamment, je pense à Isaiah Hartenstein. Et c'est d'autant plus, à mon avis, intéressant et important de noter ça et de le garder dans un coin de la tête parce que la dernière fois où Redick a fait ça, un post-pari, switch all, quadrillage du terrain, small ball line-up, etc., c'était l'an passé contre les Timberwolves en playoff. Et c'est un peu comme ça qu'ils ont perdu la série, notamment. C'est-à-dire que ce line-up très petit, c'est quand même fait marcher dessus par Randle, par Gobert aussi, par Naz Reid. Et il y avait un côté où tu avais certains avantages à ce line-up petit, notamment le spacing absolu que recherchait JJ Redick pour l'attaque. Pour la défense, tu switchais partout, ok, mais il y avait quand même des match-up, des mismatchs concédés au niveau du rebond. Donc là encore, ok, ici, c'est pas leur habitude, mais si JJ Redick dégaine sa carte un peu défense dynamique, défense petite, small ball, etc., et switch all, à quel point juste on n'a pas Hartenstein qui va pouvoir un peu se faire plaisir, ou même d'autres, même Chet, et voilà, si forcément ils seront moins armés pour défendre le rebond. Donc voilà pour l'attaque un peu de attaque OKC, défense des Lakers, pardon. Et donc à présent attaque des Lakers. Bon, déjà c'est bien, Austin Reeves est de retour. On espère le revoir à un très grand niveau, ça pourrait aider. On verra ça. LeBron James, il est là, mais comme à chaque fois maintenant, on se pose la question de c'est à quel point il lui reste beaucoup de jus dans le moteur ou pas. On sait que ça fait déjà 3-4 ans maintenant qu'il peut plus faire des séries entières en mode LeBron James, quoi, le vrai LeBron d'avant qui pouvait au volume, haute efficacité et tout ce qu'on veut, encore. On sait qu'on n'a plus trop ça, mais mine de rien, je pense que c'est quand même un point de bascule évident de la série, parce que la création doit venir de lui. Et plus globalement, j'ai hâte de voir un peu les couvertures défensives de pick and roll. Parce que je pense que pas mal de jeux se fera autour de ce pick and roll. Mais bon, là encore, ça dépend. Est-ce qu'on a un pick and roll avec un vrai grand, notamment Ayton ou Jackson Hayes pour plonger au panier? Est-ce qu'on veut poser ce type de problème? Est-ce qu'on veut plutôt Hachimura en poste 5 parce qu'il y a l'option plutôt pick and pop, comme l'an passé contre les Wolves en playoff, c'était ça qui était privilégié. Bon, ça va dépendre aussi de quelle est la couverture en face. Si OKC veut faire du switch, par exemple, et qu'ils se disent, on n'a pas peur de LeBron, on switch, on n'a pas peur d'Austin Reeves, ou un peu moins peur d'Austin Reeves. En tout cas, si on est sur du switch, Jackson Hayes ou Ayton, t'en as moins besoin. Si par contre, on part sur du edge ou du drop, donc edge, c'est je monte au niveau de l'écran 2 contre 1, et ensuite je reviens, mais voilà. Et le drop, c'est je reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, je laisse venir. Dans ces cas de figure, oui, tu auras besoin plutôt d'un poseur d'écran un peu plus grand pour être finisseur. Ou, au contraire, peut-être pour un côté pick and pop à 3 points. Hachimura, face au drop, le mec qui reste en bas, toi, t'as besoin de pick and pop qui reste en haut. Vous voyez, donc, bref, il y a plein de configurations et tout va dépendre aussi de comment est-ce que, finalement, le Thunder choisit de défendre le pick and roll. Je miserais quand même pas mal sur en tout cas, ce qu'ils ont fait en régulière, c'était beaucoup de drop face à Reeves. Donc, on le laisse pénétrer dans la mi-distance, mais on contrôle un peu cet espace-là. Et voilà. Ok, on fait ce type de configuration. Et LeBron, ça n'hésitait pas à switcher, en fait. LeBron, le Thunder s'était mis à switcher sur LeBron parce qu'il y avait un côté... en fait, on ne sait pas si tu pourras nous punir encore et encore et encore sur ces 1 contre 1. Justement, LeBron n'est plus LeBron. Et donc en fait, c'est un peu, ça atteste aussi à quel point est-ce que le Thunder dit, vas-y, on te donne des 1 contre 1. On mise sur le fait que peut-être que tu es peut-être un peu trop vieux pour en mettre 30 par match, 31 contre 1 par match. Mais en plus, ça coupe court directement au passing de LeBron, qui est peut-être son meilleur atout, évidemment. C'est le côté cérébral, le passing, les lectures. Mais s'il n'y a pas de décalage parce qu'il y a un switch, on change sur l'écran, aucun décalage, il n'y a pas d'ouverture de passe, quoi, pour le coup. Donc ça, c'est aussi à noter. Je me demande à quel point ils vont pas aussi carrément tenter du switch sur Reeves. Pour le côté, Reeves revient de blessure, il est peut-être pas encore top. À quel point ça peut pas valoir le coup aussi de switcher et de le tester un peu sur ses 1 contre 1, l'attirer un peu sur ses 1 contre 1 lui aussi, parce que peut-être qu'on le craint moins, un Reeves qui revient de blessure. Donc voilà, tout ça va dépendre. Et de l'autre côté, je me pose aussi la question, je pense que Mark Daniels a aussi gardé ça dans sa manche, cet atout de Reeves, c'est pas Doncic. Et donc, les drops qu'il a vus jusqu'à présent,
à quel point ces drops ne peuvent pas se transformer en des blitz, en des traps, en des prises à deux, donc très agressives sur Austin Reeves, qui est un bon passeur, hein, mais qui n'a pas la taille de Doncic. Doncic, le problème, c'est que tu peux pas faire ça parce que même si tu es agressif, il peut quand même passer par-dessus un peu à volonté, quoi. Donc là, ça peut être intéressant, et à quel point est-ce qu'ils feront ça, s'ils le font, c'est sur Reeves qui est petit, et tu le fais pas sur LeBron, hein, parce que si tu fais un blitz contre LeBron, tu lui donnes exactement ce qu'il veut, c'est-à-dire que lui il a plus besoin de scorer, il a plus besoin de forcer pour les scorer, tu lui donnes une ouverture. Bon ben là le passing fera le reste, donc bref, beaucoup de choses va aussi dépendre de quel va être le choix, à mon avis, de couverture du pick and roll de la part de KC. Au passage, je me pose aussi les questions de qui va défendre LeBron, parce que Williams n'est pas là. Or Williams semblait quand même le match-up un peu attendu en termes de puissance, mais aussi mobilité. Donc là, on arrive à un côté où est-ce qu'on met un mobile et un relativement costaud, mais plus petit comme Lou Dort, et donc forcément que, certes il est épais, hein, mais à quel point LeBron ne va pas arriver à faire 2-3 trucs face à Lou Dort parce que plus grand, ou est-ce qu'on met carrément Chet ou Hartenstein, vous voyez, ce type de profil, mais qui sont quand même pas suffisamment mobiles, quoi. Donc je sais pas trop, je miserais quand même sur un Lou Dort à mon avis, mais donc si c'est le cas, à quel point, j'ai beaucoup parlé de pick and roll, mais à quel point est-ce qu'on peut pas aussi développer, et Redick pourrait pas aussi appeler beaucoup de post-up en termes de initier l'attaque via le post-up, vu que soit on reste à 1 contre 1 et il va prendre des fadeaway ou des trucs par-dessus, et Lou Dort il va les mettre, ou alors carrément mobiliser des prises à deux, parce qu'au bout d'un moment, ok, ici on a marre, hop, on envoie une prise à deux pour l'empêcher de tirer par-dessus Lou Dort, mais donc extra passe, vous voyez un peu le type de schéma. Donc voilà, ça aussi à surveiller. À quel point aussi, pareil, les pick and roll entre petits, et à quel point JJ Redick va arriver à cibler et à impliquer SGA. Voilà, toujours pareil, évidemment. Et d'ailleurs, c'est un truc que, au final, je trouve les équipes de playoff de l'an passé n'avaient pas tant que ça réussi à faire. J'ai un souvenir de Denver qui était très frustrant là-dessus, mais pourquoi est-ce qu'on va pas impliquer un peu plus SGA sur les actions, quoi. Donc bref, là encore, si nos amis du Thunder font un switch, la réponse, ça peut être les écrans glissés, mais ça dépend aussi d'à quel point tu as un bon spacing. Donc là encore, j'ai parlé du fait que voilà, ils peuvent quadriller le terrain défensivement, la défense des Lakers, donc Vanderbilt, Marcus Smart, Jake LaRavia, etc. Ok, mais ça fait du bien aussi parfois de jouer avec un Luke Kennard, quoi, ou des mecs comme ça qui peuvent un peu shooter. Or, si tu passes 40 minutes avec Vanderbilt parce que tu as besoin de sa défense, tu vas aussi un peu t'handicaper l'attaque au final. Et en plus, tu vas donner un mec qui est parfait pour que OKC place un roamer sur lui. On va mettre Chet sur Vanderbilt, comme ça, il va l'abandonner, il va rôder autour du panier, etc. Donc je pense que c'est un jeu assez subtil. Il va falloir trouver le bon ajustement pour JJ Redick entre le full defense, on pourrait dire, dont tu as parfois besoin face à SGA, mais arriver parfois à insérer un peu des joueurs offensifs, quoi. Mais de l'autre côté, et vice versa. À quel point, si l'attaque des Lakers se repose trop sur Kennard parce que tu as absolument besoin de son shoot pour survivre, à quel point c'est pas un peu facile de l'autre côté pour OKC de punir ça, d'impliquer Kennard et de faire des points faciles comme ça, quoi. Donc c'est un jeu très subtil c'est les vases communicants, les fameux vases communicants. On n'avait pas dit le mot encore aujourd'hui on le dit, mais voilà, globalement, à moins qu'on ait un retour de Luka Doncic au match 4, un peu inespéré, et que au match, on arrive après 3 matchs, la surprise, les Lakers mènent 2-1, je pense quand même qu'au niveau pronostic, je vais dire OKC va passer contre les Lakers, malheureusement, et vraiment malheureusement, parce que à effectif complet, les équipes de Doncic, et en plus avec une défense à la JJ Redick, pour moi c'est le meilleur antidote contre le Thunder, quoi. Donc on aurait pu avoir une série dantesque, j'espère qu'on l'aura quand même, mine de rien, mais je vais tout de même prendre nos amis du Thunder dans cette preview. Troisième duel dans ces demi-finales de conférence de Playoff 2026, le duel des escapés, des rescapés, non pas du bounty, mais des matchs 7 des 3 Pistons contre Cleveland Cavaliers. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé, j'aurais beaucoup aimé voir Orlando ou Toronto au deuxième tour, hein, mais je suis quand même content d'avoir ce match-up-ci, dans le sens où on a eu des matchs entre ces deux équipes, et par là j'entends post-deadline, donc avec cette itération-ci des Cavaliers, non pas celle de début de saison. On a eu des matchs avec cette configuration, Pistons contre Cavs, et on a vu que les Cavs étaient quand même assez accrocheurs vis-à-vis de ces Pistons. Alors je crois qu'il y a un partout, mais la victoire des Pistons se fait un peu miracle de fin de match, mais bref, on sait que les Cavaliers peuvent accrocher les Pistons qui sont en première de conférence, 60 victoires, défense de fer, etc. Donc c'est là où le match-up est intéressant pour moi. C'est que
les Cavs ont une vraie chance. Il y a un côté attaque des Cavs intéressant face à la défense des Pistons, donc force contre force, et la faiblesse des Cavs, qui est donc leur défense, plutôt, on va dire, finalement, c'est pas non plus une force des Pistons. Eux, ils sont pas très bons en attaque non plus. Donc, en ce sens-là, je trouve que on peut avoir une série hyper intéressante et pourquoi pas un upset. Et on n'a pas forcément une série 1-4 hyper déséquilibrée avec le numéro 1, premier de conf, qui est hyper au-dessus du numéro 4. Voilà, donc bref, donc allons-y. Attaque Cleveland contre défense des Pistons. C'est donc ici que se fait le principal de la série. En tout cas, c'est là que c'est le plus intéressant parce que c'est là où les Cavs sont forts, c'est là où les Pistons sont forts. Bon, pour le coup, on a déjà beaucoup dit, mais ce qui a changé depuis le trade de Garland contre Harden, c'est que Harden apporte cette capacité de la fameuse Harden Offense, qui est en fait une attaque de 1 contre 1 et surtout une attaque de post-switch. C'est-à-dire que une fois que en face la défense a switché sur l'écran, 1 contre 1, là où Garland n'avait pas trop cette force de frappe pour punir, finalement, Harden, non seulement il aime bien, mais en plus, au-delà de scorer lui-même et d'être capable de punir lui-même, il y a toute cette fameuse Harden Offense où on écarte le terrain, on s'écarte, tu vas là, une fois qu'on a le switch, je l'attaque de cette manière, voilà. En fait, c'est la Harden Offense, c'est l'isolation offense. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on a vu sur le match-up à Cleveland de début mars, je crois, où parfois les Pistons s'en étaient remis un peu au switch, parce que t'as pas envie de concéder des décalages et des ouvertures à Harden sur le pick and roll normal, donc tu changes sur les écrans, mais on a vu que au final, Harden et les Cavs développaient cette fameuse attaque de mismatch, finalement, où, certes, t'as pas d'ouverture, t'as pas de décalage, t'as pas de tir ouvert, t'as pas de pull-up après l'écran, t'as pas de drive, ok, on reset, on prend le mismatch qui a été créé, on prend le mec qui est le mauvais défenseur, entre guillemets, sur Harden, et on l'attaque. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les Cavs ont une flexibilité d'effectifs assez impressionnante avec beaucoup de profils différents. Alors, parfois, on peut dire que avoir trop de bons joueurs, c'est que finalement, t'en as pas assez. Si tu te dis, il y a 10 joueurs qui peuvent jouer, c'est que t'en as peut-être pas 5 ou 6 qui sont de très haut niveau. Donc, c'est peut-être le verre à moitié vide. Mais le verre à moitié plein, c'est que tu te dis, bon, j'en ai beaucoup qui sont pas d'élite, mais je peux choisir selon les match-up qui est-ce que je prends. En l'occurrence, je pense qu'ici, je m'attends à avoir beaucoup de Jalen Tyson sur le terrain. J'espère qu'avec son 3 points et ses cuts, je trouve est excellent dans ce côté animation offensive. Max Strus est revenu d'ailleurs depuis le match de février et de mars. Donc ça, c'est aussi un apport qui est assez énorme. À voir si Dean Wade qui peut retrouver un peu son shoot, mais théoriquement, tu peux aussi avoir ce poste 4 qui shoot, donc ça c'est bien. En fait, même s'il met pas ses tirs, on est quand même sur un jeu un petit échantillon quand on parle de playoff, et d'autant plus pour un role player. Voilà, ce serait pas étonnant qu'il fasse une série complètement dans le vide contre les Raptors, et puis d'un coup, hop, il arrive sur la série d'après, et ils mettent 4 sur 6 à 3 points ou des trucs comme ça. Donc voilà, je pense que globalement, il y a un peu ce truc pour moi qui est de dire, les Cavs ont de quoi aller punir sur 5 contre 1. Sur cette chasse au mismatch, tu mets que des shooters à une passe près, Sam Merrill à une passe près, Max Strus à une passe près, Dean Wade dans le corner, et globalement, t'as un peu ce côté, les Pistons, choisissez quoi. Est-ce que vous voulez venir aider, mais en abandonnant un shooter, ou est-ce que non, vous restez sur les shooters et peut-être que Harden ou peut-être que Mitchell peuvent arriver à créer un 1 contre 1 et à finir le 1 contre 1, à scorer sur le 1 contre 1. Donc ça, c'est évidemment le truc qui est intéressant. Après, voilà, je parle de ça, je commence par le switch parce que c'est le début, mais c'est pas dit non plus que les Pistons switch. Je pense que c'est ce qu'ils feront une partie du temps, parce qu'il y a tout de même un aspect où, on l'a dit avec un peu LeBron, et Harden 2026, c'est pas le Harden d'avant, c'est pas le Harden de avant 2022 par exemple, où voilà, c'était un maestro des 1 contre 1, etc. Bon, il y a quand même pas autant de jus pour faire des matchs à 40 points, pour faire 6 ou 7 fois un match à 40 points sur une série, on l'a bien vu quand même depuis quelques années. Donc je pense que il y aura ce pari probabiliste de la part des Pistons de dire, pas mal de fois, allez, on switch, on va un peu tester, on va un peu essayer de voir si ça peut marcher ou pas. Mais de l'autre côté, c'est vrai que, comme dit, ils peuvent être refroidis par moment si, à partir du 1 contre 1, du switch que tu as concédé, les Cavs arrivent à développer de bonnes actions, ou à rentrer des tirs, ou voilà. Donc si ça c'est trop dangereux, ils peuvent potentiellement rebasculer sur de défendre un peu traditionnellement, c'est-à-dire Jalen Duren qui va monter à peu près au niveau de l'écran, l'espèce de soft edge, je monte à peu près au niveau de l'écran, ou même un peu en drop parfois, donc je reste un peu en retrait par rapport au niveau de l'écran, je laisse venir. Mais c'est vrai que là-dessus, il y a un travail à faire, à mon avis, en premier rideau qui n'a pas été fait sur le match de régulière, notamment le match de début de mars, où en fait, c'était un festival de main gauche, quoi, James Harden. Et ça, tu peux pas trop te permettre parce que Harden est vieux, mais ça reste Harden. Et c'est un match qui m'avait marqué mais pourquoi est-ce que vous laissez James Harden aller main gauche, quoi, des zoom action pour arriver main gauche, des pick and roll pour arriver main gauche, etc. Donc je pense qu'au-delà même du côté, comment est-ce que Jalen Duren va défendre, le positionnement, etc., il y a aussi le premier rideau, en fait. Et à quel point est-ce que tu vas arriver un peu à soit
à bien orienter sur la main faible, main droite, soit carrément à empêcher. Et ce qu'on appelle un peu la technique du top lock, c'est-à-dire que le défenseur va se placer entre eux. Quand l'attaquant est off-ball, hein, quand l'attaquant n'a pas le ballon, le défenseur se place entre son attaquant et l'écran. Voilà, je t'empêche, je mets devant toi, je t'empêche de prendre l'écran. Et ça, quand on sait à quel point les Cavs développent des zoom action, donc des actions où l'attaquant est justement off-ball au démarrage, ça peut compter. Et je pense aussi au fait sur des pick and roll un peu plus normaux, on va dire, ou Harden ou Mitchell, mais je pense à Harden à la balle de base, donc un vrai pick and roll. Là aussi, il y a un travail à faire en termes de ice defense, orienté plutôt soit vers le côté, vers l'extérieur, soit même juste côté main faible en fait. Hein. Donc, je pense que on se concentre beaucoup sur le big dans ce jeu de pick and roll, dans les couvertures, mais je pense que le premier rideau est peut-être tout aussi important, et a fortiori sur un profil comme Harden, où tu sais que quand il va main gauche, il fait à peu près ce qu'il veut, quand il va main droite, le drive, il s'arrête en tête de raquette. Voilà. Et de plus en plus, hein, dans son prime, peut-être pas autant, mais aujourd'hui, quand tu arrives à le forcer à aller main droite, en fait, il va arrêter son drive, il va pas continuer, il va arrêter, il va prendre le pull-up, et voilà. Donc, c'est un peu le point clé de tout ça, parce que j'en parle, parce que mine de rien, Jalen Duren, c'est un défenseur assez polyvalent, mais c'est pas lui qui va être le playmaker sur l'action, je pense. Donc, à quel point est-ce que les Pistons, avec notamment Oscar Thompson, ou Ron Holland en sortie de banc, ou même un Javonte Green, à quel point ce premier rideau va pas être, point de bascule numéro 1, capable de complètement faire dérailler en fait l'attaque et empêcher l'attaque et Harden d'initier le système en question ou le pick and roll en question, etc. Donc voilà, ça c'est le point principal. Switch et des solutions ou pas switch, d'autres solutions, d'autres atouts pour les Pistons notamment. Et pour le coup, il y a aussi un autre élément qui me paraît aussi intéressant vis-à-vis de cette conversation, c'est quid des match-ups. Parce que là, je parle comme si on était un peu en régulière et un peu normal. Jalen Duren sur Jarrett Allen, voilà, poste 5 sur poste 5, et donc quand on a le pick and roll 1-5, poste 1, poste 5, finalement on va peut-être faire un drop, on fait peut-être un edge, etc. Mais je me demande à quel point on ne pourrait pas un peu avoir joué un peu sur les match-ups niveau JB Bickerstaff, et notamment ce qui me paraîtrait peut-être intéressant à faire, pour le coup, c'est de mettre Tobias Harris, notamment sur Jarrett Allen. Dans le sens où le pick and roll le plus dangereux, c'est Harden avec Allen. Mobley, c'est pas mal, mais c'est quand même moins dangereux. Je pense que Harden, Jarrett Allen, c'est le plus dangereux. Mais sauf que si tu mets Tobias Harris sur notre ami Jarrett Allen, tu peux switcher plus facilement peut-être le pick and roll, parce que tu dis on change et il n'y a pas de alley-oop, il n'y a pas de roll au panier pour Jarrett Allen, il n'y a pas d'ouverture pour Harden, non. Juste on change sur l'écran, donc pas de drive, pas de roll, rien. Et en plus, on a quand même la taille de Jalen Duren en deuxième rideau ailleurs. Donc si Duren n'est pas en défense sur Jarrett Allen, il peut rôder autour du panier. Notamment si tu mets Duren sur Evan Mobley, puisqu'on joue un peu avec les match-ups. Tobias Harris sur Allen, comme ça, hop, on change l'écran, et Harden, il peut pas démarrer son drive, il peut pas démarrer le pick and roll, hop, on change directement, et Duren, deuxième rideau. Donc, je détaille un peu, mais c'est une possibilité, je pense, pour moi, de parfois un peu jouer avec ça. Donc voilà, je détaille un peu, hein, c'est une possibilité. Après, pour le coup, l'autre choix un peu plus stratégique que pourrait faire Bickerstaff, c'est de dire, au contraire, laissons venir James Harden, et ce qu'on pourrait appeler presque le pari des flotteurs, quoi. C'est-à-dire défense conservatrice, traditionnelle, on reste en drop, on reste en retrait, on couvre, on stoppe, on bloque l'accès au panier, et grosso modo, on te laisse de l'espace à toi, James Harden, dans cette mi-distance. Le Harden prime, il pourra attaquer le contact et prendre des lancers francs encore et encore et encore et aller au panier et prendre les lay-ups. Le Harden de maintenant, peut-être que, on le voit, hein, il se contente un peu plus de prendre les flotteurs, parce qu'il est un peu plus vieux, il n'y a pas autant d'énergie, etc. Donc, à quel point ça peut pas être à l'inverse, un peu ce pari-ci, il y a un choix qui est de dire, on craint le pick and roll, on craint le passing, on craint le roll, etc. Donc on switch, pas de décalage, et on l'empêche de faire quoi que ce soit. Après, il y a l'autre option de dire, bah non, en fait on assume, en fait on va te laisser ces tirs-là sur ces spots-là, mais parce qu'on pense que tu vas pas être capable de les mettre à foison. Il se trouve que, sur le début de série, je crois que le match 1 contre les Raptors, il a quand même bien puni ce drop, encore et encore et encore, mais est-ce qu'il pourrait le faire sur une série entière ? Je ne sais pas. En tout cas, plein d'options disponibles, et c'est aussi l'intérêt de ces Pistons, c'est qu'ils ont quand même pas mal d'atouts dans leur manche, niveau défensif. C'est l'intérêt d'un Duren qui peut faire à peu près toutes les couvertures défensives plutôt bien, voire même très bien parfois, et Stewart aussi. Stewart, je suis assez curieux de voir comment est-ce que Stewart pourrait être utilisé, parce que clairement, si on arrive potentiellement sur un duel où on va donner des switches, par exemple, et donc les switches, faut les protéger, Duren, c'est intéressant, Stewart, c'est intéressant de l'avoir sur le terrain en deuxième rideau. Duren, c'est pas mal en deuxième rideau, mais bon, ça a des limitations. Alors que si tu pars du principe que, ok, on va switcher, on va donner des 1 contre 1 à Harden et à Mitchell,
c'est quand même intéressant d'avoir un mec du calibre et de l'acabit de Stewart, qui est un excellentissime protecteur de panier, pour justement sauver et protéger les switches que tu vas donner. Vous voyez ? Donc, je pense que plein de formules possibles, et je serai assez curieux de voir laquelle pourra marcher. Sachant que c'est pas le seul moyen d'attaquer pour nos amis les Cavs, ils aiment aussi beaucoup faire ce qu'on appelle des zoom action. Donc zoom action, c'est un écran off-ball plus un jeu de main à main. Donc grosso modo, le joueur par exemple est dans le corner, il prend un écran off-ball, il prend un deuxième écran, et en fait ce deuxième écran, il récupère aussi la balle avec. Donc zoom action, et les Cavs adorent faire ça. C'est une manière de lancer Mitchell, ça a été une manière de lancer Garland, c'était une manière aussi, donc désormais, de lancer James Harden. Et c'est vrai que là-dessus, c'est une façon très, très appréciable d'éloigner du panier les pivots adverses. Et là encore, d'un point de vue tactique, c'est pas tant, tiens, sur cette action, elle est très bien, sur cette action, James Harden ou Mitchell est libéré de bonne manière. C'est surtout le fait que Jarrett Allen et Mobley sont vus comme des mauvais shooters, mais parce qu'ils le sont. Donc forcément, il y aura, je pense, dans les schémas très agressifs de Bickerstaff, cet aspect de bon, on va aider, on va dézonner, on va avoir ce fameux rôle de libéro défensif, soit Duren, soit Stewart, soit les deux parfois, je sais pas. Mais vous voyez qu'il y a un peu ce côté où, quand Mobley est off-ball, ou quand Mobley ou Jarrett Allen sont off-ball, proche du panier, ou à 3 points dans le corner, on les abandonne facilement, parce qu'on n'a pas à se soucier d'eux, et on peut juste venir zoner dans la raquette. Ok. Mais par contre, si tu donnes la balle à Mobley, tu donnes la balle à Jarrett Allen, et que eux, ils deviennent des joueurs de jeu de main à main, ils sont de facto dans le périmètre, et surtout le défenseur est de facto sur eux. Ils sont un peu obligés de défendre, même s'ils n'ont pas de shoot, t'es quand même obligé d'être un peu proche. Et donc, c'est une manière aussi d'arriver à éloigner les pivots de Détroit du panier. Donc là-dessus, je pense que c'est intéressant cette option de la zoom action à foison, parce qu'il y a ce côté libérer la raquette, alors que l'autre manière d'attaquer des Cavs d'habitude, c'est les pick and roll entre petits. Voilà, James Harden, Garland oui à l'époque, mais Mitchell, ils aiment bien attaquer pick and roll entre petits. Donc petit poseur d'écran pour aller cibler un petit défenseur, quoi, grosso modo. Mais sauf que dans ce cas-là, si tu n'impliques aucun des pivots, les schémas de Bickerstaff, on voit bien que ça va venir protéger la raquette très fort, et on a soit Duren, soit Stewart dans la raquette. Donc certes, tu obtiens un mismatch de base avec Harden qui va obtenir, je sais pas moi, un Duncan Robinson ou un mec comme ça, ok, mais ensuite tu peux pas aller au panier pour le punir, parce que Duren ou Stewart est derrière. Alors que quand tu attaques via des zoom action, le pivot est pas au même endroit, la géométrie du terrain est pas pareille, et ainsi de suite. Donc là encore, zoom action, à quel point ça peut être bien, et puis globalement, bon là je parlais un peu de détails tactiques, mais globalement à quel point est-ce que nos amis des Cavs n'ont pas très simplement la force de frappe à 3 points pour punir des schémas agressifs de Détroit. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez basique, et c'est pas beaucoup de subtilité dans la tactique, mais quand t'as une équipe comme Détroit, qui comme plein d'autres équipes, va être agressive pour délaisser des 3 points, pour mieux protéger l'intérieur, si en face, t'as Max Strus qui est à 3 points, et même pas que à 3 points, mais 2-3 mètres derrière la ligne à 3 points, Sam Merrill ou des mecs comme ça, en fait, tu peux juste punir quand un défenseur dézone. Donc, il y a aussi cette possibilité juste parfois que les Cavs qui font basculer une série, un match, pourquoi pas la série, mais un match en tout cas, ou deux, sur le shot-making, quoi. Et il y a peut-être un match, on va se retrouver, on va dire, les Pistons sont plutôt bien défendus, les Cavs n'ont pas si bien attaqué que ça dans le jeu, dans les systèmes, etc., mais juste, ils sont à 50% de fréquence à 3 points, et 60% d'efficacité, c'est plié, quoi. Après bon, je dis ça, mais c'est vrai que pour le coup, on pouvait dire exactement la même chose dans la théorie contre Toronto, qui eux aussi ont des schémas hyper agressifs avec Darko, etc. Et finalement, on a vu que ça a bien tenu la défense des Raptors, parce que les Cavs n'ont pas tant que ça été capables de punir à 3 points. Et si on rassemble la série contre les Pacers de l'an passé, plus contre les Raptors, ça fait 2 séries d'affilée où les Cavs ne shootent pas bien du tout à 3 points, alors que c'est censé être une de leurs forces et même leur identité en grande partie. Pourtant, c'est pas le cas. Là, cette année, contre les Raptors, 7 matchs, seulement 2 au-dessus de la moyenne, à 3 points, en efficacité. Donc, est-ce qu'on doit paniquer ? Est-ce qu'on doit dire, oui, en fait, ils sont soft, ils savent plus shooter en play-off ? Est-ce que c'est une question de contestation ? Bon, vous connaissez un peu mon avis là-dessus. Est-ce que c'est juste petit échantillon ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même cette théorie ils pourraient le faire. Est-ce qu'ils vont les mettre les tirs ? Ce serait bien, enfin, mais on verra bien. L'autre aspect qui est notable, c'est par rapport aux pertes de balles. C'est ce qui a quand même fait beaucoup de mal aux Cavs sur la série contre les Raptors. C'est beaucoup de pertes de balles, énormément. Alors après, la défense des Raptors est aussi très bonne là-dessus. Le côté quadrillage du terrain, des mecs longs, des mecs grands, des mecs bien placés, des Murray Boyles, des Scotty Barnes, Ok. Mais mine de rien, les Cavs ont été cata au niveau des pertes de balles. Il se trouve que les Pistons sont premiers
de régulière 2026 sur les paires de balles. Donc, les Pistons sont élites. Là encore, à quel point est-ce que Détroit peut pas aussi faire basculer un peu le match de ce côté-ci et faire un peu comme Toronto, aller priver les Cavs de beaucoup de tirs et de possibilités de points en piquant beaucoup de ballons. Le fameux jeu des possessions, je pense que c'est une possibilité qui est tout à fait réelle, ça. Qu'on ait un peu Détroit qui vienne un peu sur ce côté macroscopique du jeu, provoquer beaucoup de pertes de balles. Donc voilà, ça sera à suivre, évidemment. Passons de l'autre côté, attaque de Détroit contre la défense des Cavaliers. Là, ce qu'on a vu de Détroit, enfin on pouvait craindre et ce qu'on a vu un peu contre Orlando, c'est que problème de spacing, littéralement pas assez d'espace, hein, les shooters pas respectés, problème de shot making, ils ont juste pas mis leur tir en fait Détroit, donc c'est quand même embêtant, et également problème de perte de balles. Beaucoup de pertes de balles côté Détroit pour l'attaque de Détroit, cette fois je parle, et en un sens, pour moi, je crois que j'en avais parlé un peu en preview, il y a ce côté où on regarde un peu les ratings du régulier, on dit bon, Orlando pas top hein, comme défense. En vérité, c'est une défense qui l'an passé était deuxième meilleur de NBA en 2025, derrière OKC qui était inatteignable. Mais voilà, OKC avait un peu cette base d'élite, de défense d'élite. Ils n'ont pas fait une bonne saison régulière. Il y avait un peu ce côté défense secrètement d'élite, on va dire, un peu caché d'élite. Là, c'est peut-être pas autant forcément le cas. Je pense que peut-être que les Cavs sont une défense un peu plus faible et donc forcément avantage un peu Détroit hein, potentiellement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un avantage côté Cavs qu'il y avait côté Magic, c'est schématiquement la possibilité de tout switcher. Alors, est-ce qu'ils le feront ? C'est pas sûr. Parfois, ils vont vouloir un peu mettre du drop par-ci par-là. Et s'il y a un peu de forcé, Kate Cunningham, tiens, on t'attire dans la mi-distance et prends-le, ton pull-up à 2 points un peu nul, prends-le, tu vas le mettre, mais en termes de rentabilité, c'est très bien pour nous, etc. Donc je pense qu'ils vont un peu varier les couvertures, mais il y a quand même ce truc intéressant et là encore, on en avait parlé en preview du premier tour, finalement, Détroit quid de leur force de frappe sur l'1 contre 1. Et on a vu que c'est un peu ce qui s'est passé contre Orlando, dans le sens où tu vas changer les écrans, comme Orlando d'ailleurs l'avait déjà fait en régulière. Pour le coup, ils avaient déjà tapé les Pistons en régulière comme ça. Tu changes, tu donnes des 1 contre 1, et tu dis, Détroit, on n'est pas sûr que vous ayez la force de frappe pour nous punir. On n'est pas sûr que vos scores de 1 contre 1 soient assez forts, et on n'est même pas sûr que vous ayez le spacing pour optimiser ces 1 contre 1. C'est un double problème. Et le score, Cade et Duren sont pas forcément géniaux, et le spacing autour. Donc là, pour moi, c'est quand même une carte assez intéressante dans la manche de Kenny Atkinson, et on arrive forcément, quid d'un joueur important, quid de Jalen Duren, qui, pour le coup, n'a pas fait une bonne série du tout contre Orlando. Je pense qu'ils ont été un peu surpris par physicalité, pardon, c'est un anglicisme, ça ne se dit pas, mais par la dureté peut-être physique qu'a réussi à mettre Orlando. Je pense qu'il y a quand même un peu plus de place ici avec la raquette des Cavs, qui est une raquette avec 2 grands, techniquement, mais qui sont des grands qui sont pas gros, en fait. C'est des grands très mobiles, très longs, très tout ce qu'on veut. Mais c'est pas des grands, c'est pas 2 fois Jokic, quoi. C'est pas 2 fois Valanciunas. Non, c'est des faux grands. En tout cas, c'est des faux gros, en un sens. Et je pense que Duren, vu ce qu'il a montré cette saison, c'est typiquement le type de match-up où il aime bien et tout ce qui est un peu création générée par lui-même et pour lui-même, c'est contre ce type de match-up qu'il était un peu le meilleur, je trouve, Duren. C'est-à-dire les fameux 1 contre 1 depuis la tête de raquette, isolation, post-up contre des mecs un peu plus fins. Là, je pense que c'est assez trivial, hein, mais point de bascule, Jalen Duren, face à cette raquette, c'est vrai que ça... Déjà, qui va défendre sur Duren ? C'est un peu la question de base. Est-ce qu'on met Jarrett Allen ou est-ce qu'on met Evan Mobley ? Je pense qu'on mettrait plutôt Jarrett Allen pour garder Evan Mobley en roamer, en safety, en libéraux. Mais voilà, c'est même Jarrett Allen, ici, il peut se faire aussi cibler rapidement, prendre 2-3 fautes en début de match, etc. Donc, quid de Jalen Duren ? Assez simple, on va pas y passer 3 heures, mais ok. Quid aussi du coup du pick and roll ? J'ai dit parce que vu que ça va switcher, peut-être que le pick and roll avec Cade sera un peu endigué. Je serai assez curieux de voir quel impact peut aussi avoir un Duncan Robinson et surtout son minutage, parce que c'est quelque chose qui est toujours un peu frustrant pour moi de voir à quel point il est peu utilisé par rapport à ce qu'il pourrait et par rapport à sa capacité de créer des décalages de par son shoot. Mais bon, ça on le suivra aussi, mais c'est vrai que techniquement, les Cavs ont pas mal de profils un peu fragiles, de type Sam Merrill, de type Mitchell, de type Harden. Bon, si tu as un de ces 3 joueurs qui est sur Duncan Robinson, je pense que tu as tout intérêt à développer encore et encore des sets pour Duncan Robinson, pour aller cibler ces fameux mauvais défenseurs. Parce que j'ai parlé de switch all, j'aurais pas dû. En fait, les Cavs sont très bons et très enclins à switcher avec leurs gros. Mais sur les pick and roll entre plus petits, c'est pas toujours autant la fête. Ou même quand ils le font, c'est pas rassurant. Robinson peut poser des problèmes. Je pense pas que tu as envie d'avoir, imaginons, un pick and roll Cade avec Duncan Robinson. Est-ce que tu as envie d'avoir Mitchell qui va switcher sur Cade, pardon. Bon, autant
Mobley ou Jarrett Allen qui switch sur Cade, je suis rassuré côté Cavs. Autant Mitchell, pas sûr. Et pareil pour Harden. Harden, un peu plus grand, un peu plus costaud, un peu plus long évidemment. Mais est-ce que tu as envie de le faire défendre beaucoup? Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a l'énergie, etc. Donc voilà, je pense que au final, je parle de ça parce que les Pistons ont ce côté. La base de leur attaque, c'est beaucoup les pick and roll 1-5, les pick and roll normaux, on va dire. Mais là, les Cavs ont moyen de contrer ça. Donc, je sais pas à quel point ils vont pas basculer sur des pick and roll plus entre petits et aller cibler les petits, les mauvais défenseurs des Cavs. Donc, des pistol action, des pick and roll entre poste 1, poste 2, poste 1, poste 3, poste 2, poste 3, des empty action entre petits, du post-up aussi. Pourquoi pas avoir beaucoup de Cade Cunningham qui va être défendu. Et puis pareil, qui va défendre Cade Cunningham en match-up principal de base? Je pense que peut-être le mieux armé, ça pourrait être Max Strus. On pourra avoir du Dean Wade aussi, je pense. Mais c'est pas évident non plus. Donc, je pense que là encore, pas mal de cartes à jouer côté Pistons en termes de variété offensive et de manière d'initier l'attaque un peu différente pour contourner les problèmes que peuvent poser les Cavs. Après, des points à surveiller, comment être quid des turnovers. Je pense qu'ils pourraient en faire beaucoup moins que contre le Magic. Le Magic est quand même une bonne équipe pour créer des pertes de balles. Ils en ont fait beaucoup contre le Magic. Je pense que là, les Pistons pourront en faire moins. Et puis, pareil, cartouche potentielle en plus pour les Pistons, le rebond offensif. Là encore, ils n'ont pas tant que ça brillé contre le Magic. Ils ont eu un peu des difficultés. Pour le coup, là, contre la raquette des Cavs, si tu joues à fond le jeu des possessions avec perte de balles et rebond offensif, tu peux te faire plaisir. On sait que c'est le talon d'Achille de ces Cavs. Et c'est des grands qui switchent, des grands qui sont mobiles, mais c'est pas des grands qui peuvent protéger le rebond si bien que ça. Et donc, si tu vas non seulement avec un gros Duren, mais même avec des vagues de 2, 3, 4 joueurs parfois, forcément que ça peut aider. Donc, je pense qu'il y a un vrai coup à jouer ici, sur cet aspect de rebond offensif, parce que techniquement, les Cavs ont beaucoup de joueurs différents, beaucoup de profils différents dans l'effectif, mais ils n'ont pas tant que ça de vrais gros. Ou alors tu fais jouer Thomas Bryant une demi-heure, mais t'as peut-être pas envie de faire ça, quoi, pour le coup. Donc, à quel point si les Pistons attaquent et ils vont en mode on va vous enfoncer à l'intérieur, on va jouer à fond la carte du rebond offensif, c'est quoi les ajustements possibles des Cavs, à part dire pendant les temps morts, les mecs, faut tenir un peu plus les box-out, quoi. Mais il n'y a pas un Jonas Valanciunas à faire rentrer, voilà, il n'y a pas un profil comme ça, il n'y a pas un Mitchell Robinson, il n'y a pas ça. Donc, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer là-dessus, côté Pistons, sur ce rebond offensif, comme d'ailleurs d'autres l'ont fait par le passé, notamment les Knicks en 2023, même si, bon, la série ne s'arrêtait pas au rebond, mais on a beaucoup retenu les rebonds. Mais bref, ce qui m'inquiète un peu, c'est, on va dire, le manque de spacing. On sait que les Cavs compensent un peu... les Cavs aiment bien, eux aussi, prendre des libertés en tête de raquette sur les stunts et ce genre de choses. Les Raptors ont quand même plutôt pas mal puni sur ces aides à une passe près. Bon. Les Pistons, quid? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont la force de frappe de faire ça? Est-ce qu'ils ont la force de frappe de punir à 3 points? Est-ce qu'ils ont le spacing? C'est toujours un peu la question. Donc, là encore, à voir comment est-ce que les systèmes tactiques de Bickerstaff peuvent essayer d'isoler d'un côté du terrain le ballon, essayer de limiter un peu le manque de spacing. Ce sera un peu tout le challenge. Et donc, 4e et dernière série de cette conférence Est, et surtout même, de ce deuxième tour des playoffs 2026, New York Knicks contre les Philadelphia 76ers, que j'ai osé appeler sur Twitter. Alors c'était pour le jeu de mots aussi, mais en vrai ça colle bien. Et si c'était les nouveaux favoris, les Sixers, si. Et vous savez qu'il y a toujours des si accrochés aux Sixers, on en a parlé encore, quand est-ce qu'on a parlé? En fin de saison, je crois que c'était avec Alex de Trash Talk quand on a fait nos trophées de fin de saison. Mais il y a toujours un côté, c'est toujours avec des si, les Sixers, c'est toujours conditionnel, oui, mais ils seront jamais en forme. Je me souviens avoir dit comme phrase, ils seront jamais en bonne santé, etc. La fin de saison avait été hyper cool, je trouve. On avait parlé dans l'hebdo, d'ailleurs, des matchs contre les Spurs, des matchs. Mais, boum, c'était tombé. Opération pour Embiid. Moi, on s'était dit, bon, c'est un peu fini, quoi. Tu vas pas se faire opérer et revenir 3 jours plus tard, quoi. C'est que 2 semaines, le premier tour des playoffs. Et en fait, ils sont là. Et c'est vrai que, pour le coup, ça a changé pas mal de choses dans la série de Boston. Mais à la limite, on n'est pas là pour parler de ça. Mais en vérité, je me dis à quel point est-ce que les Sixers, avec des si, mais pour le coup, les si cette année, ils sont là. À quel point ça ne devient pas les nouveaux favoris. J'avoue que je suis à ce point chaud sur eux, parce que on a quand même bien vu que même sans Embiid, la défense
a toujours été très cool. Moi, Nick Nurse, c'est un coach que j'aime beaucoup. Bon, que tout le monde aimait beaucoup à l'époque où il était champion NBA, mais comme il est plus champion depuis au moins plus de 2-3 ans, du coup, il est nul, évidemment. Mais non, mais voilà, c'est un coach qui, on a bien vu dès l'année rookie, enfin son année rookie quand il est coach, quand il est champion directement, les ajustements, c'était le truc qui était très bien chez lui. Donc bref, j'avoue que je serais presque prêt à mettre une pièce sur les Sixers pour sortir de l'Est, quoi. Parce que les Cavs me rassurent pas des tonnes, les Pistons non plus. Il y a toujours un peu les faiblesses qu'on leur connaît. Et bon, les Knicks, c'est un cas à part. Et bref, et donc les Sixers arrivent avec finalement meilleur que ce qu'ils ne sont de base, meilleur que ce qu'on a vu en régulière, parce que quand t'as Embiid, c'est quand même sympa d'avoir un candidat calibre MVP qui vient dans ton équipe en plus, quoi. Donc j'avoue que je peux le dire d'entrée de jeu, hein. Pour moi, les Sixers partent presque favoris de cette série contre les Knicks, qui sont très sympas, les Knicks, mais qui ont aussi des faiblesses. J'avoue que, une fois n'est pas coutume, commençons par le pronostic, presque je mettrais des 2-3 pièces sur les Sixers plutôt que les Knicks. Mais bref, fermons la parenthèse. Donc voilà, les Sixers, une fois que j'ai dit ça, évidemment, dans 2 jours, Joel Embiid va se blesser et puis la série va être ajoutée à la poubelle, évidemment, une fois que j'ai jinxé les pauvres Sixers. Mais donc bref, Embiid change tout, mais attaquons d'abord par l'attaque des Knicks, l'attaque de New York contre la défense des Sixers, puisque c'est, je pense, là-dedans que Embiid aide aussi. On parle beaucoup de l'attaque, les post-up, les points, etc. Bien sûr, ça semble trivial, mais en défense aussi, je trouve que en fait, on avait déjà une escouade de périmètre défensif qui était assez géniale, et Nick Nurse a toujours eu ce truc de défense ultra agressive, voilà, à l'époque Toronto. Et pour le coup, il réitère ça avec un personnel défensif qui est toujours aussi bien en termes de défense de périmètre, et qui, j'allais arriver là, qui, de par une activité de périmètre, arrive à plutôt bien bloquer l'accès au panier. Mais quand tu rajoutes en plus un mec qui, quand il veut, est un des 3, 4, 5 meilleurs protecteurs de panier de NBA, Joel Embiid, ça change tout, quoi. Tu passes une défense qui arrive à bricoler, à faire des très bons trucs, à finalement... Ouais, t'as quand même beaucoup plus de marge d'erreur, ne serait-ce que ça, en défense. Et un impact qui potentiellement peut être génial. Mais surtout, en fait, pourquoi je commence par ça ? Parce que je pense que le pick and roll, Jalen Brunson et Karl Anthony Towns, en tout cas, le pick and roll 1-5, poste 1, poste 5, Jalen Brunson avec quid de quelqu'un, est primordial là, dans ce match-up, évidemment. C'est la manière d'attaquer favorite de Brunson. Et là-dessus, je sais pas à quel point est-ce que finalement les Sixers sont pas la meilleure équipe possible pour stopper ce pick and roll, quoi. Parce qu'on sait que usuellement, notre ami Brunson aime bien faire du mal à des défenses en drop, quand le défenseur est un big, justement, un gros, qui attend bas par rapport au niveau de l'écran. Pourquoi ? Parce qu'il a ce côté dribble très proche du sol, lui très petit aussi, donc les espaces, je passe devant le défenseur, je passe derrière, les angles, le côté à tirer les fautes aussi, et puis le côté où on te laisse cet espace dans la mi-distance, il prend les pull-ups à 2 points, il prend les flotteurs, c'est un maître du flotteur, etc. Donc en général, il est quand même pas mal là-dessus, mais il faut quand même dire que Joel Embiid, quand il veut et quand il y va à fond, c'est pas le Brook Lopez de fin de cycle à Milwaukee qui se faisait ouvrir à chaque match par Brunson, par exemple. Et puis surtout, on a un premier rideau qui est de qualité, qui est de très grande qualité, et qu'on n'avait plus, là encore, je parle de Milwaukee parce que c'est la défense en drop un peu de ces dernières années. Milwaukee, à la fin, il y avait plus ce premier rideau qu'il y avait au début, malheureusement. Les Eric Bledsoe, les mecs comme ça, voilà, tout ça était parti. Et pour le coup, je pense qu'aux Sixers, on a un peu les deux, quoi. On a le monstre au panier qui va être Embiid, et puis on a le premier rideau. Et je trouve que c'est presque la force principale de ces Sixers. C'est une polyvalence dans les très bons défenseurs, ce qui peut paraître presque, entre guillemets, contre-intuitif, puisque de l'autre côté, on a aussi affaire avec Nick Nurse, avec un coach qui a une rotation extrêmement resserrée en playoff. D'ailleurs, je crois que j'avais parlé de ça, du fait qu'ils ont Dominique Barlow, notamment, excellent défenseur qui avait été titulaire une bonne partie de la saison, etc. Barlow va faire du bien contre Boston. En fait, non. La rotation a été encore plus resserrée, et Barlow a pas tant que ça joué finalement contre les Celtics, alors qu'il y avait Brown et Tatum à défendre. Mais c'est là où c'est, disais-je, contre-intuitif, c'est qu'il joue à très peu, à 6, 7, 8, quoi. Et 8 encore, c'est un grand max. Et pourtant, dans ces 8, tu ne peux pas trouver un seul mauvais défenseur. En tout cas, ou plutôt, il n'y a que des bons défenseurs dans les 7 ou 8 qui vont jouer des minutes majeures, on va dire. Presque le principal mauvais défenseur, entre guillemets, c'est Maxey, évidemment. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Et encore, même lui, je le trouve pas du tout catastrophique, hein. Pour le coup, il s'est bien amélioré, je trouve, depuis quelques années. Mais donc, bref, VJ, Edgecombe, Quentin Grimes, l'ancien Knicks d'ailleurs, qui est par là, qui peut être aussi un excellent premier rideau sur Brunson. On a aussi Paul George, évidemment, par séquence qu'on peut imaginer sur Brunson, s'il n'y a pas besoin de lui ailleurs, par exemple. Donc, Edgecombe, Grimes, Paul George. Évidemment, on a aussi Kelly Oubre, et puis Dominique Barlow aussi. Donc, je trouve qu'il y a une profondeur dans ce premier rideau, et notamment aussi profondeur dans le côté, à part peut-être Edgecombe qui est un peu plus petit, mais ils sont tous plus grands et beaucoup plus longs
que Brunson. Donc là, il y a un côté où, forcément, ça peut gêner. Voilà, ça peut rester accroché, ça peut contester par derrière, par le côté, le fameux review contest, comme on dit, la contestation dans le rétroviseur, s'il fallait le traduire littéralement de manière un peu moche. Mais il y a un peu ce combo de, en fait, Brunson a la capacité d'attirer plein de fautes et de piéger les défenseurs. Et c'est pas grave, si Edgecombe il se prend 3 fautes en 5 minutes, on ferait entrer Quentin Grimes. Et si Grimes ça marche pas non plus, il y a encore Barlow. Et si Barlow est pas là, il y a encore Kelly Oubre, qui d'ailleurs Kelly Oubre pourrait même être celui qui démarre de base parce que plus grand, plus long. Enfin bref, plein d'options. Ça c'est quand même assez rassurant, d'autant plus que on peut mettre aussi en parallèle le fait que les Knicks ont, je pense, un créateur d'attaque majoritaire. Et c'est peut-être même ce qu'on reproche parfois aux Knicks, c'est l'aspect de mais quand Brunson ne va pas, où est-ce qu'on va trouver les points? Il y a ce côté, vous voyez, où les Knicks ont une option principale, surtout, et les Sixers sont totalement armés pour ça. Donc, déjà, ça, c'est rassurant. Et je parle de... Pardon, j'allais commencer à parler de pick and roll, mais là, je parlais en général. Premier rideau face à Brunson. Mais parlons plus spécifiquement du pick and roll. Je suis même pas sûr qu'on ait le pick and roll 1-5 Brunson 4 qui affronte premier rideau plus Embiid, en fait. Je suis même pas sûr qu'on puisse aussi facilement aller attaquer Embiid, parce que, à mon avis, on va ici un peu jouer avec les match-ups côté Nick Nurse, en tout cas, je l'espère. Le problème, c'est que si tu mets Embiid sur 4, finalement, tu as ce côté où, très basiquement, les Knicks peuvent dérouler et avec leur meilleur paire de joueurs offensifs. Le Brunson d'un côté, le 4 de l'autre, les deux meilleurs attaquants, ok. Mais si tu joues avec les match-ups, si tu mets Embiid, comme on le voit assez régulièrement, Embiid sur Josh Hart, par exemple. Josh Hart, non-shooter, donc on en profite pour mettre Embiid en libéraux défensif sur Josh Hart, tu l'abandonnes, tu rôdes autour du panier, voilà. Ça, on sait que c'est un bonus extraordinaire. Ça, on l'a vu dès les tout débuts de Nick Nurse aux Sixers, le côté libéraux défensif. Je me souviens même d'un match où Nick Nurse faisait abandonner Brook Lopez, alors que Lopez est un bon shooter à 3 points. Mais non, vas-y, Embiid, tu vas très très loin de Lopez, tu vas dans la raquette, tu fais le safety. Donc bref, je pense que si tu mets Embiid sur Josh Hart, soit tu vas attaquer Brunson 4, mais c'est pas Embiid qui défend. Et donc, t'as pas besoin de... Tu peux switcher, en fait. Si Embiid est sur Josh Hart, ça veut dire qu'un plus petit, on peut imaginer Paul George sur Karl Anthony Towns. Et donc, forcément, en sortie de son écran, Brunson, il n'a pas cet espace à mi-distance de d'habitude. Il n'a pas de l'espace pour driver, de l'espace pour le pull-up. Il n'a pas son petit spot ouvert ou plus ou moins ouvert pour le flotteur. Il n'a pas le momentum qu'il peut gagner, hop, après la sortie d'écran pour aller chercher le lancer franc. Il n'a pas tout ça. Il a juste un mec qui va surgir, qui va switcher. Et donc là, aucun décalage. Aucun décalage, aucun espace pour Brunson, aucun décalage non plus pour Towns à 3 points. C'est aussi le problème, c'est que si Towns peut aussi pop à 3 points, non pas roll, mais pick and pop à 3 points. Et donc si les Sixers restaient à 2 sur Brunson et l'accompagnaient pendant que lui, il drivait, voilà, la couverture traditionnelle du pick and roll, mais 4 est tout seul en haut, quoi. Donc là, c'est problématique. Donc c'est pour ça que autant ne pas avoir Embiid là-dedans, autant avoir le pick and roll, Brunson 4, tu mets Paul George sur 4, comme ça, hop, ça switch, et donc aucun décalage pour Brunson, aucune ouverture de pop non plus pour 4. Alors après, il y aura peut-être un mismatch, il y aura peut-être un plus petit VJ Edgecombe qui va être sur 4 ou des trucs comme ça, mais t'as pas le décalage de base du pick and roll. Et de l'autre côté, donc soit les Knicks veulent tout de même attaquer avec leurs deux meilleurs attaquants, mais ils ne peuvent pas le faire en allant chercher Embiid, soit, si tu veux empêcher Embiid d'être ce fameux libéraux défensif, off-ball, loin du ballon, dans la raquette, tout le temps, le contre-move, c'est quoi ? On l'a déjà dit, tu impliques ce joueur-là on-ball pour pas qu'il soit off-ball, mais le problème c'est que ton poseur d'écran il s'appelle Josh Hart. Josh Hart il a pas le pick and pop, Josh Hart il a pas la menace il a pas la taille, il a pas la menace de verticalité pour aller mettre de la pression dans le dos de Joel Embiid. Donc c'est un peu choisi ton poison, quoi. C'est soit tu viens attaquer Joel Embiid et tu l'éloignes du panier, mais t'as pas le bon poseur d'écran, soit tu veux ton bon poseur d'écran et donc ton bon attaquant 4, mais t'as pas le décalage parce que les Sixers peuvent switcher de telle ou telle manière. Donc bref, il y a quand même pas mal de possibilités, je pense, pour les Sixers défensivement, ce qui fait même que j'en viens à me dire à quel point est-ce qu'on va pas devoir un peu délaisser ce pick and roll, même quasiment totalement, parce que techniquement, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire une fois que tu as fait ça. Et à quel point la solution, c'est pas des pick and roll entre petits. Brunson est quand même assez génial là-dessus, les pick and roll avec un petit qui pose l'écran, mais on revient aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est, à part Maxey, il n'y a pas des tonnes non plus de joueurs fragiles. Pour le coup, et même Maxey, à quel point Maxey, est-ce qu'il va switcher ou pas ? Est-ce qu'un pick and roll où ça va chercher Maxey, est-ce qu'on va pas juste changer sur l'écran, Maxey sur Brunson, ok, c'est un mismatch, mais derrière on vient le protéger, vous voyez ? Donc je sais même pas si ils vont arriver à faire ça, ou en tout cas, ça peut être une possibilité, mais ça paraît pas évident, donc il y a cette possibilité tout de même. À quel point aussi est-ce qu'on peut se retrouver avec...
quid de la OG Anunoby offense, quoi. Là encore, si tu demandes notamment à un Paul George de défendre un plus gros parce que Embiid est pas sur 4, donc tu dis à Paul George, tiens, tu montes en poste et tu vas aller toi sur 4 parce qu'il est quand même un peu costaud, etc. Finalement, qui va défendre OG? Est-ce que tu mets Kelly Oubre? C'est quand même un peu léger. Est-ce que tu mets, au contraire, même Barlow? C'est pas très costaud non plus. Donc, est-ce que tu fais l'inverse? Non, mince, finalement, il faut qu'on mette Paul George sur OG Anunoby parce qu'il est trop dangereux, OG Anunoby. Mais du coup, voilà, vous voyez que là, c'est un point de bascule. Si OG est capable de faire un peu du bully ball, est capable d'aller au poste bas et d'aller attaquer des Kelly Oubre, d'aller attaquer des Barlow, ou je dis n'importe quoi, mais des profils un peu plus petits, on va dire, peut-être que ça va forcer les Sixers à revoir un peu les match-ups, éventuellement, ou à l'inverse. Peut-être que Paul George va directement commencer sur OG Anunoby et pour essayer un peu d'empêcher ça. Mais globalement, ce sera un peu la clé, quoi. C'est à quel point est-ce que des points peuvent venir un peu de manière un peu secondaire de OG et puis de Michael Bridges aussi. Michael Bridges, ça paraît aussi assez trivial de bah oui, il y a quand même besoin de tes points, quoi, pour le coup. Et en playoff, on parle plus de salaire, évidemment, de salaire, de statut, etc. Mais il y a un côté où il y aura peut-être quelqu'un qui aura un peu plus d'ouverture que d'autres, quoi. Je pense que le pick and roll, ça va peut-être être un peu compliqué, mais quelque part, les Sixers, ok, ils ont plein de très bons mecs, mais peut-être que Michael Bridges ou OG aura peut-être un avantage de taille sur quelqu'un, donc je sais pas, ça sera à voir également. Et puis, oui, pardon, l'option aussi des Knicks, c'est la carte du rebond offensif. Mais là encore, je trouve qu'il tombe assez mal avec les Sixers, puisque déjà Embiid, c'est quand même un monstre en rebond, pour le coup, en termes de box-out, mais même de rayonnement et de lui-même prendre les rebonds. Mais là où c'est intéressant pour les Knicks, c'est que souvent, ils jouent un peu leur carte de line-up à 2 bigs. Comme ça, si t'as 2 bigs sur le terrain, ça devient compliqué de toi, en tant que Sixers, de mettre Embiid sur un petit, et que tu as 2 gros bigs qui doivent être défendus par 2 plus petits en tout cas. Si Embiid est ailleurs, tu dois avoir 2 ailiers qui sont sur et 4 et Mitchell Robinson. Bon, ça peut s'imaginer, mais le problème, disais-je, c'est que les Sixers ils ont quand même de la profondeur, hein, sur les gros. Autant, je crois que c'est avec les Cavs qu'on en parlait, ils n'ont pas trop de plan B très costaud. Autant, les Sixers, il y a Drummond. Alors, c'est pas parfait, mais si les Knicks ont envie de faire un line-up à 2 bigs, tu peux matcher directement, et tu peux un gros pour un gros, quoi. Et ça perturbe pas trop le reste des match-ups. Ou Adem Bona. C'est vrai qu'Adem Bona est quand même très cool aussi dans cette série. Je pense que ça peut être intéressant. Adem Bona peut même carrément être placé sur 4 et faire du switch, carrément, lui. Donc, je sais pas, c'était un peu... c'est un peu irrégulier, les schémas de remplacement. Qui est le vrai backup? Mais ça, c'est aussi une question intéressante. Qui va être le backup de Embiid au final? Mais vous voyez qu'il y a un peu ce côté où la carte à jouer parfois des Knicks, c'est ce rebond offensif. Je pense que Philippe peut un peu matcher là-dessus, quoi. Et peut ne pas se laisser imposer certains match-up et certains line-up, comme parfois les Knicks arrivent à l'imposer à d'autres. Et voilà, quand tu sors gros, tu forces l'adversaire à jouer gros aussi. Et donc, tu forces l'adversaire à jouer avec un tel qui n'est pas un bon attaquant, un tel qui est, etc. Et là, c'est presque même l'inverse. C'est à quel point est-ce que les Knicks ont besoin ou envie, ou à quel point aussi est-ce que, s'ils veulent jouer la carte du rebond offensif avec Mitchell Robinson, à quel point c'est viable par rapport à Maxey. Et là, on parle de l'autre côté. Hein. On parle de l'attaque Sixers. C'est toujours un peu le truc. Voilà, Mitchell Robinson, si on pouvait le faire jouer beaucoup, on le ferait jouer beaucoup. Non pas qu'il soit parfait, mais ne serait-ce que pour ce côté jeu des possessions. Bon, dans la réalité, il joue pas non plus des tonnes parce que à chaque fois qu'il est sur le terrain et en play-off et face à des adversaires, des porteurs de balles d'élite, c'est un peu fragile. Donc là, vous voyez un peu son minutage contre les Hawks. On dépasse rarement, même quasiment jamais les 20 minutes, je crois. Donc voilà, c'est toujours un peu le problème, je trouve. Mais pour le coup, encore une fois, un petit avantage Sixers de par leur profondeur intérieure qui est assez impressionnante. Et puis, l'autre aspect, potentiellement, c'est la Karl Anthony Towns offense. Mais là encore, quid de la valeur de cette attaque, entre guillemets attaque, si au final tu as Embiid qui est sorti de ce match-up là, et donc Embiid n'est pas du tout éloigné de l'arceau, il n'est pas sur Towns à 3 points. Et peut-être que Embiid va être sur un plus petit, comme on a dit, et donc s'il est dans le corner, finalement, il y a ce côté où la Princeton offense avec Anthony Towns en tête de raquette, les cuts, la 5-out offense, etc., ça marche moins bien s'il y a une soupape de sécurité qui s'appelle Embiid en deuxième rideau. Voyez, donc les cuts au panier sont gérés. Après, ça peut générer des tirs à 3 points dans le périmètre. Mais là encore, on l'a déjà dit, côté navigation d'écran, c'est quand même plutôt pas mal niveau Sixers. Donc, j'avoue que bon, là, ça paraît très tout blanc, tout noir, hein, pour le coup. Ça sera beaucoup plus nuancé que ça. Mais je pense quand même que, sans dire que les Sixers vont mettre des roustes défensives aux Knicks, je pense qu'il y a en tout cas pas mal d'atouts. Pas mal d'atouts intéressants au moins sur la théorie, pour arriver à freiner un peu partout, quoi. Alors après, si tu commences à faire des switches et Brunson il arrive à tous les punir,
Bon, bah, ok, si tu tombes sur un match où ok tout le monde a switché sur lui et que non allez joue un contre un et en fait il finit avec 50 points, bon bah ok c'est plié. Si t'es sur un match aussi où si les Knicks arrivent à générer juste assez de décalage, les Knicks sont en feu à 3 points, donc là encore une équipe avec comme les Sixers oui de Nick Nurse qui est très agressif, même y compris pour délaisser des 3 points, mais pour venir aider à l'intérieur. Bah, si tu tombes sur le match où le supporting cast des Knicks ils mettent leurs 3 points pour punir les joueurs qui dézonent à une passe près, bon encore ça peut le faire. Mais disons que c'est un peu le point de bascule. Point de bascule assez évident, ce côté adresse à 3 points et juste shot-making pur, quoi. Donc voilà, et puis de l'autre côté, rapidement, pour terminer un peu ce podcast qui est déjà beaucoup trop long, attaque des Sixers contre défense des Knicks, c'est là où le problème Embiid est évidemment retourné. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour le gérer et comment est-ce qu'on fait pour gérer son attaque. Et là encore, on est un peu obligé de parler de niveau match-up. Qui va défendre Embiid? Voilà. Très simplement, pour le coup, l'option numéro 1, c'est 4, évidemment, poste 5 sur poste 5, mais est-ce qu'on a envie de ça? Je suis pas convaincu. Pour le coup, sachant la capacité de Embiid à provoquer des fautes, au plus grand plaisir de Jalen Brown, d'ailleurs, vous avez vu ça. Non, mais il y a un côté où t'as pas envie que ton deuxième meilleur attaquant soit un peu embêté là-dessus, surtout qu'il est pas mal, mais je veux dire, il est pas bon non plus pour la défense de post-up. Ouais, il est grand, il est costaud, mais bon, il fait beaucoup de fautes. Donc, t'as pas envie d'avoir 4. Est-ce que tu vas tenter du OG Anunoby, qu'il a déjà fait plutôt bien. Après, c'est quand même risqué. C'est pas non plus si facile que ça, et c'est pas des vrais 1 contre 1 non plus. Donc si t'as OG qui est en premier rideau, en premier rempart, c'est quand même pour plus ou moins par moment apporter des aides à droite ou à gauche, quoi. Donc finalement, ça veut dire décalage, et ça veut dire potentiellement, et c'est là où on en vient, la grosse amélioration de Embiid cette année, pour moi, on a beaucoup parlé cette saison, c'est le passing. Le passing de Embiid est devenu, je trouve, très bon cette année, meilleur qu'on ne l'a jamais vu. Donc si tu commences à dire non, pas de 4 sur Embiid, mettons un plus petit et on vient l'aider, ce plus petit, peut-être qu'il y a des ouvertures qui vont être trouvées cette fois-ci par Embiid, ce qui était pour le coup historiquement un peu sa faiblesse, hein, Embiid. Le passing et le fait de ne pas pouvoir totalement tirer profit de la pression qu'il mettait sur les défenses déjà depuis le tout début, hein. Depuis qu'il est rookie, c'est un mec qui est de calibre l'NBA, un Joel Embiid, mais le passing manquait un peu. Là je suis assez intrigué, donc il y a ça. Après c'est toujours pareil aussi, le truc c'est que s'il est défendu par un gros de type Mitchell Robinson, on va le faire jouer autrement. Évidemment, on va le faire jouer un peu plus face au jeu, on va le faire jouer loin du panier, pourquoi pas sur des pick and pop même. Je pense que c'est totalement à imaginer le côté où les Knicks mettent Robinson sur Embiid, que font les Sixers? On va pas attaquer en post-up, on fait un pick and roll Maxey et Embiid pop à 3 points, Robinson il est un peu déchiré en deux, quoi. Il est entre, est-ce que je descends pour contenir le drive de Maxey qui arrive en sortie d'écran, ou est-ce que je remonte pour le pick and pop, mais donc je laisse partir Maxey? Bref, voilà, et de l'autre côté c'est pareil, si on décide de lui mettre un plus petit de type OG Anunoby parce que Embiid commence à un peu trop attaquer depuis le périmètre face au jeu en tête de raquette, et donc on lui met un plus petit qui est mobile, là on retourne au poste bas. Donc il y a quand même un peu ce truc où, enfin on l'oublie, hein, et là encore, hein, c'est une équipe des Sixers qui a terminé pas du tout dans le top 4, mais parce qu'Embiid n'était pas là. Et je trouve que, mine de rien, on a un Maxey qui est dans sa saison de fou, on a un Paul George qui revient un peu mieux que l'an passé où il était vieux et blessé, on va dire ça comme ça. Edgecombe qui est très bien aussi en score de complément, tout ce qui est un peu les stampede action, c'est-à-dire dès qu'il y a un décalage qui est déjà créé, enfin il attaque avec déjà en mouvement, quoi, on peut le dire comme ça. Globalement, il y a quand même beaucoup de choses à aimer. Beaucoup de choses à aimer. Je sais que Barlow a aussi eu son temps de jeu qui a baissé malgré sa défense pour le 3 points notamment. Pour le coup, ça a quand même plutôt bien marché, quoi. Et on sait que Nick Nurse, c'est un mec qui n'a pas peur de jouer à 6, quoi. S'il faut jouer à 6, on jouera à 6. Et donc, s'il faut que Quentin Grimes il sorte du banc, il fasse 28 minutes et que les autres ils fassent tous entre 28 et 48, ils le feront, quoi. Donc, là-dessus, je me dis, Edgecombe, 3 points. Quentin Grimes, 3 points. Maxey, s'il est pas on-ball, s'il est off-ball, 3 points aussi. Embiid, éventuellement, peut aussi pick and pop, mais grosso modo, t'as quand même beaucoup de trucs hyper intéressants. Donc, le moindre décalage peut être cool, et ça ne règle pas cette question initiale de comment est-ce que tu défends Embiid, quoi. Si tu mets un petit, il va y attaquer en gros, et tu mets un gros, il va attaquer dans le périmètre, quoi. C'est un peu tout le dilemme, je trouve. Et puis pareil, quid de Maxey, qui est-ce qu'on met sur Maxey, qui va arriver à contenir Maxey, et surtout de quelle façon est-ce qu'on peut arriver à stopper cette weave offense, weave, W-E-A-V-E évidemment, mais un peu ce côté où chacun se passe un peu la balle dans le périmètre avant d'attaquer, beaucoup de mouvements, on va dire, c'est une sorte de dribble drive offense, hein, finalement, mais on s'en fout des termes presque à la limite, mais Maxey, c'est vrai que qui arrive à rester devant lui, et surtout, on sait que les Knicks peuvent être assez enclins à faire des aides assez agressives quand il s'agit de drive notamment, donc tu peux avoir le mec depuis le corner opposé qui va venir très tôt ou très fortement
dans la raquette et très tôt dans la possession, pardon. Mais si tu as un line-up de shooter, peut-être que le simple premier pas, entre guillemets, de Maxey peut débloquer des driving kicks et ainsi de suite, quoi. Donc, pour le coup, Maxey en créateur principal d'une attaque de playoff, j'ai toujours trouvé que c'était un peu limité, peut-être, par rapport au tout meilleur. Après, tu me dis, t'as Maxey qui est derrière Embiid et c'est Embiid le créateur principal, mais t'as quand même Maxey assez sympathique, quand même. Hein. C'est quand même assez cool. Et là encore, je pense que Brunson est un pire défenseur que Maxey ne l'est. Donc, dans le jeu de chassons les petits, je pense que Maxey va moins souffrir, lui, en défense, que Brunson ne va souffrir si, en effet, Nick Nurse fait son play call de on attaque Brunson, quoi. Et là encore, qu'est-ce que tu fais si c'est les Knicks ? Est-ce que tu concèdes le switch, comme ça, pas de décalage ? Et donc Brunson sur Maxey, mais là, compliqué. Ou alors tu te dis, ben non, on peut pas. Et il faut absolument qu'on fasse un edge and recover. On ne veut pas du tout donner un switch de Brunson qui va sur Maxey, mais forcément, ça crée un décalage. Si le temps que Brunson il edge, il monte, il gêne le porteur de balle, le poseur d'écran est déjà en train de se barrer, quoi. C'est le principe de pas switcher, c'est que tu donnes un décalage quelque part. Donc voilà, là encore, ça va être assez intéressant et je serai assez, pas dire facilement, mais je pense quand même que les Sixers ont une vraie carte à jouer. Et je vais le répéter, les Sixers, si tout se passe bien. Donc voilà, je pense qu'il y aurait sans doute beaucoup de plus de choses à dire, mais peut-être qu'on les dira lorsqu'elles arriveront. Je vois que la preview est déjà très 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 longue, donc on va peut-être s'arrêter ici. Voici pour cette preview entre les Knicks et les Sixers. Merci de tout avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà, pour notre retour, ça y est, on recommence à parler basket, de nouveau de podcast sur le Basket Lab, c'est quand même du bien. Après un premier tour de playoff malheureusement que j'ai pas pu couvrir, la raison est simple, il n'y a pas de rien d'extraordinaire, juste pas le temps en fait pour voir les matchs, pas assez de temps pour voir vraiment les matchs et suffisamment pour en parler. Donc voilà, je voulais pas du tout, ça m'intéresse pas de tricher, d'inventer, de parler de matchs que j'ai pas vu, regarder les box scores ou non. Donc pour le coup voilà, mine de rien j'ai pas pu faire le premier tour, mais on est de retour pour faire le deuxième, pour faire la finale des confs, pour faire la finale NBA. Si tout se passe bien, ça devrait le faire. Donc voilà, ça fait quand même du bien de pouvoir reparler basket un peu. J'espère qu'on fera un peu de Twitch aussi éventuellement et de vidéos, ça reste une possibilité, mais si le temps est là, malheureusement c'est pas mon métier, donc effectivement le temps parfois peut venir à manquer. Bref, donc voici pour le podcast du jour, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que c'est pas trop court, il y aura peut-être plus les matchs 1, vous l'aurez peut-être pas forcément écouté ce lundi soir, mais bref, j'espère que ça vous aura plu quand même, et donc on se retrouve bientôt, très bientôt, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quand, mais on se retrouve très bientôt pour parler de playoffs et de matchs à venir. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien comme d'habitude. Merci à tous pour vos messages pendant mon absence d'ailleurs. Merci à tous. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.